Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour cette séance de Cité Philo, où nous avons le plaisir d'accueillir Étienne Klein à l'occasion de la parution de son dernier ouvrage, Ce qui est sans être tout à fait. Étienne Klein est directeur du laboratoire d'études de la matière au commissariat à l'énergie atomique. Il est aussi producteur de l'émission que vous connaissez tous, je n'en doute pas, la conversation scientifique sur France Culture. Et c'est surtout quelqu'un qui, depuis de nombreuses années, des décennies peut-être, cherche à... J'ai échappé au siècle. Mais au moins depuis le siècle dernier, le millénaire dernier, cherche à établir des ponts, des connexions, un dialogue entre la physique fondamentale contemporaine et les thématiques ou la réflexion philosophique. Et à ce titre, a inventé peut-être un genre, celui de la philophysique, comme vous donniez le nom l'année dernière. Et je pense que cet essai, ce texte est un ouvrage de philophysique. Et donc, voilà comment je propose qu'on s'organise pour aujourd'hui. Je vais poser quelques questions à Étienne autour de ce livre et de ses problématiques, ce qui nous permettra d'explorer un peu l'univers conceptuel, l'univers mental autour duquel il est, ou dans lequel il existe. Et puis, on ménagera un temps assez long vers la fin pour passer la parole à la salle pour que vous puissiez vous-même poser les questions qui vous préoccupent et établir un dialogue de cette manière-là. Et donc, cette idée du vide, alors je me souviens, c'est une anecdote, vous étiez à Cité Philo en 2012, je crois, pour nous parler du temps à l'époque, et je me souviens qu'après la séance, on était en train de discuter, il y avait Pierre Cartier, il y avait d'autres gens, et c'est la première fois que vous aviez formulé pas la première fois que vous le formuliez dans votre vie, mais c'est la première fois que j'entendais cette expression. Le vide quantique est plein, en fait, il n'est pas vide du tout. Et ce qui m'avait, ce qui était resté dans mon oreille comme une formule frappante. Et je crois que c'est, par rapport à ce livre, le point, en un sens, le point d'arrivée, ou là où on veut en venir, au final. Mais je pense que pour que tout ça ait du sens, il faut repartir très 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 loin en arrière. Et que notre point de départ sera probablement celui de la philosophie grecque. Et donc, à l'époque où les philosophes grecs font de la physique, parce que c'est une branche de la philosophie, la question du vide est déjà au cœur de leurs préoccupations. Alors, peut-être que le point de départ serait... J'aurais envie qu'on démarre avec Aristote, en fait, c'est-à-dire avec les critiques du vide, avant qu'on s'intéresse à ce que disent ceux qui en défendent l'existence, ou qu'on passe par Parménide, mais peut-être commencer par Aristote. Si je suggérais la chose suivante, c'est que pour Aristote, l'idée centrale, l'intuition centrale, c'est qu'il ne peut pas y avoir de vide parce qu'il n'y a rien qui pourrait passer à travers et que le mouvement se communique par contact et que donc, puisqu'il y a du mouvement partout dans l'univers, il faut bien qu'il n'y ait pas de vide. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'intuition centrale ? Bien, d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être à Cité Philo. J'aime beaucoup ce festival, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, même s'il est sans doute le seul au monde où on donne des conférences à l'heure du déjeuner, quoi. Ce qui est quand même une originalité dont j'espère qu'elle ne se répandra pas sur toute la surface du globe. Donc merci à vous d'être venus à l'heure du déjeuner. Le ventre vide. Alors en fait, il y a un rapport entre la question du temps et celle du vide, si je puis dire cela avant de répondre à la question sur Aristote, c'est que, comme ça a été dit, moi j'ai beaucoup travaillé avec des collègues sur le temps, qui est une question qui intéresse les physiciens, qui intéresse également les philosophes, qui fait partie du langage commun. Et quand on la traite, en général, on évite de poser deux questions qui sont pourtant très naïves et en fait très complexes pour ce qui est de leur réponse. La première question, c'est lorsque les physiciens parlent du temps, est-ce qu'ils parlent de la même chose que les philosophes lorsqu'ils parlent du temps ? Si la réponse à cette question est non, pourquoi c'est le même mot ? Si la réponse à cette question est oui, est-ce qu'ils disent la même chose de cette même chose ? Et là, la réponse est évidente. Il suffit de lire un peu Heidegger et un peu Einstein
pour voir qu'ils n'en disent pas la même chose. Mais alors, s'ils n'en disent pas la même chose, à qui dois-je accorder du crédit? Aux physiciens? Aux philosophes? Cette question n'est jamais tranchée, elle est même en fait jamais posée. Cette année, à l'agrégation de philosophie, a été donné comme sujet pour le concours ouvert le temps. Et les auteurs qu'il fallait lire pour pouvoir se présenter, ou en tout cas avoir une chance d'avoir le concours, étaient Aristote, Saint-Augustin, Kant, Heidegger, Merleau-Ponty, Bergson, Husserl, et peut-être un autre que j'oublie. Pas Einstein, pas Dirac, pas Newton, pas Galilée. Et donc, est-ce que c'est bien raisonnable d'ainsi séparer les choses? D'autant plus que le mot temps est un mot fixe, c'est un mot qui existe depuis des siècles pour le coup, mais ce qu'on met derrière ce mot n'a cessé d'évoluer au gré des révolutions, qu'elles soient philosophiques ou bien scientifiques. Mais il y a une fixité du langage. On utilise les mêmes phrases, on répète les mêmes expressions, on insère le mot temps dans les mêmes discours. On peut lire Saint-Augustin, justement, on peut lire le fameux livre des Confessions consacré au temps de Saint-Augustin, écrit au IVe siècle d'après Jésus-Christ, traduit en français, et on comprend très exactement ce que dit Saint-Augustin. Pour une raison très simple, c'est que Saint-Augustin parle du temps comme nous. Ou plutôt, nous en parlons comme lui. Ce qui veut dire que toutes les révolutions scientifiques dont j'ai parlé, Newton, Einstein et les autres, qui ont profondément modifié notre façon de comprendre le lien entre le temps et l'espace, entre le temps et la matière, entre le temps et le devenir, n'ont eu aucun effet sur notre manière de dire le temps. Et comme notre manière de dire le temps détermine en grande partie notre façon de le penser, il se peut que si nous le disions mal, nous le pensions mal. Et donc avec des collègues, on a essayé de faire une sorte de critique du langage pour voir comment on pourrait modifier nos phrases afin de rendre compte des connaissances que nous avons acquises sur le temps. Et par exemple, ça commence par critiquer le fait qu'on s'accorde le droit d'attribuer au temps un qualificatif, et même plusieurs. On parle d'un temps physique, d'un temps cosmologique, d'un temps biologique, d'un temps cosmologique, d'un temps libre, d'un temps... Bref, on invente autant de temps qu'il y a de types de phénomènes dans le temps. Et on crée ainsi une démultiplication qui fait du concept de temps un concept sans aucun intérêt. Au sens où si le temps ressemble aux phénomènes temporels, épouse leurs caractéristiques, devient rapide si les phénomènes deviennent rapides, deviennent lents si les phénomènes deviennent lents, étudions les phénomènes, étudions leur temporalité. Mais il n'y a pas besoin pour ça de forger un concept transcendant par rapport au phénomène qui serait le temps. Comme ce combat, qui est parfaitement légitime, est voué à l'échec, compte tenu de ce que je viens de raconter sur l'agrégation de philosophie, ça ne sert à rien, on continue à servir les mêmes recettes, à commenter les mêmes ouvrages sans introduire dans la critique d'éléments positifs qui viendraient de connaissances que nous avons acquises. J'ai décidé de changer de sujet. Voilà. Parce que c'est bien de mener bataille, quoi. Mais quand on voit que ça ne sert à rien, on considère que la guerre est perdue et on attend que des jours meilleurs se présentent. Je ne suis pas sûr qu'ils arrivent un jour, mais bon, peu importe. Et donc je me suis intéressé au vide et j'ai découvert que le vide, c'est un sujet presque aussi passionnant que le temps, même peut-être plus, en apparence plus facile, parce que le vide, à l'idée de vide est associée l'idée d'immobilisme. Le vide est toujours pensé comme statique. Alors que le grand problème de la question du temps, c'est justement la motricité qu'on lui associe. Le temps a une dynamique. On ne peut pas rester présent au même instant, présent. Il a une dynamique et en même temps, il y a un variable au sens où il ne change pas à mesure qu'il évolue. Donc il faut associer les deux choses qui sont contradictoires. Et c'est ce qui rend la pensée du temps, si on peut dire, aussi délicate. Mais le vide, c'est la même chose. Et ça répond un peu à votre question, c'est que vous allez m'interroger sur Aristote, sur Parménide, etc. Et vous allez trouver dans leurs textes
ou plutôt dans les traductions de leurs textes, le mot vide. Et vous allez évidemment, consciemment ou non, projeter dans ce qu'ils disent ce que vous pensez du vide. C'est votre idée du vide qui va coloniser leur pensée, et ça va être ensuite très difficile de tenter d'imaginer ce qu'ils pensaient vraiment quand ils écrivaient ce mot que nous avons traduit en français par vide. La même chose vaut pour les textes hindous, taoïstes, dont on parle beaucoup en ce moment, qui contiennent des mots que nous traduisons, nous, par vacuité ou par vide. Qu'est-ce qui nous garantit que cet effet de traduction ne nous conduit pas à projeter dans leur pensée ce que nous pensons? Et quand ils disent un mot que nous traduisons par vacuité, ils ont peut-être en tête tout à fait autre chose que ce que nous imaginons. Alors pour revenir à la question, en effet, Aristote conteste le vide à partir de sa théorie du mouvement, puisqu'il explique que dans le vide, les mouvements ne pourraient pas se produire. Et la théorie du mouvement qu'il développe dans la physique, dans sa physique, est extrêmement compliquée. C'est absolument incroyable. Il explique qu'il faut un milieu pour porter l'objet, qu'un objet n'est mu que s'il est mu par quelque chose. Et donc si la force, pour parler en termes modernes, ne s'applique plus à l'objet, ben, l'objet s'arrête. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Je lance une pierre. Elle va finir par quitter ma main. Donc la force propulsive que lui imprime ma main va cesser. Comment se fait-il que la pierre continue sur sa trajectoire? Aristote nous sort un truc. Donc il y a un milieu qui porte la pierre en quelque sorte, en tout cas qui permet son mouvement, puisque sans ce milieu il n'y a pas de mouvement. Et ce milieu, il va résister au mouvement de la pierre. Donc la pierre, elle est freinée par le milieu qu'elle traverse, et en même temps, l'air, si on parle de l'air, va venir par derrière pousser la pierre. Donc le milieu en question, il est à la fois un frein et un accélérateur. Et sans ce milieu, le vide n'étant pas possible, le mouvement n'étant pas possible, Aristote, critiquant Démocrite, va contester à la fois l'existence de l'atome, que Démocrite avait mis en avant, et le vide lui-même. Bon. Alors, moi je travaille au commissariat à l'énergie atomique, vous l'avez rappelé, et on est toujours très fiers de dire, mais finalement, il y a un penseur grec qui s'appelle Démocrite, 5e siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit 80 livres dont on n'a aucune trace. Par contre, on a conservé quelques dizaines de fragments, parmi lesquels le plus célèbre dit ceci: n'existe que les atomes et le vide. Et là, on se dit, ouais, il est quand même fort. 5 siècles avant Jésus-Christ, il a anticipé la physique du XXe siècle, qui démarre en 1905, disons, avec l'idée que l'atome existe, et en plus, il y a un vide que les physiciens sont capables de définir et sont capables d'expérimenter avec lui. Bon. Sauf que quand vous allez voir les textes en grec ancien, ce que je ne suis pas capable de faire, mais j'ai des amis capables, notamment Heinz Wiesmann, vous découvrez un truc étrange, c'est que dans les textes de Démocrite, il n'y a jamais le mot vide, qui chez Aristote se dit sous le terme kénon. Kénon, c'est le vide. Mais dans les fragments de Démocrite, il n'y a pas de kénon, il n'y a pas de vide. Donc déjà, c'est bizarre. Par contre, il y a un fragment de Démocrite qui a été le plus commenté de tous, qui est le suivant. Le méden n'existe pas moins que le den. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot méden? C'est le mot qu'utilise Parménide pour définir ce qu'il appelle le non-être. Dans le fameux fragment, l'être est, le non-être n'est pas. Et quand Démocrite dit le méden n'existe pas moins que le den, ce qu'il veut dire, c'est d'une part qu'il est d'accord avec Parménide pour dire que l'être n'est pas colonisé par le non-être, l'être est plein, il n'y a pas de trou à l'intérieur, il n'y a pas de vide, pour reprendre le terme moderne. Mais Démocrite, lui, explique que, certes, l'être est plein, mais à côté de l'être, qui est plein, il peut y avoir du méden, du non-être. Donc l'être et le non-être
cohabitent. Et le mot den en grec ancien n'existe pas. Autrement dit, Démocrite, il a fabriqué un jeu de mots. C'est-à-dire, c'est comme si en français, on définissait l'être à partir du mot néant. On prend le mot néant, on enlève le né, si j'ose dire, et il reste en. C'est comme si en français, on désignait l'être par le mot en. Voilà ce que fait Démocrite. Et en fait, quand on dit atome et vide, en fait, le médène, c'est donc le vide, ce qu'on appelle le vide, dans notre vocabulaire d'aujourd'hui, et ce qu'il appelle le den, l'être, c'est l'atome. D'accord ? Et voilà, donc si vous voulez, ce lien entre la métaphysique grecque et aujourd'hui est un lien de filiation extrêmement indirect. Quand Démocrite parle de ce qu'on appelle le vide, il ne pense pas du tout à notre vide. Et l'atome dont il parle, alors il y a des grandes discussions pour savoir si c'est un objet matériel. Chez Démocrite, il l'est chez Lucrèce et Épicure, mais chez Démocrite, Heinz Wiesmann, que j'ai cité tout à l'heure, dit que non, pour lui c'est un concept, c'est pas du tout une chose. Et celui qui a matérialisé l'atome de Démocrite, c'est-à-dire qui en a fait un objet matériel, c'est Karl Marx, dont vous savez qu'il a fait sa thèse de doctorat sur Démocrite. Et c'est Karl Marx qui, en lisant Démocrite, a matérialisé sa philosophie. Bon, je ne vais pas m'étendre trop là-dessus, mais vous voyez que l'atome qui existe, celui que les physiciens ont détecté expérimentalement en 1906, après des millénaires de discussion, est un objet qui n'a aucune des propriétés que les Grecs avaient attribuées à l'atome. Mais aucune. Il n'est pas plein, il y a du vide, il est composite, donc il n'est pas insécable, il est régi par la mécanique quantique, il n'a pas de trajectoire bien définie, etc., etc. Autrement dit, la seule propriété qu'il ait en commun avec l'atome des Grecs, c'est le nom, qu'il trahit à tous les étages. D'accord ? Conclusion. L'atome des Grecs n'existe pas. Et bien qu'ils aient pensé l'atome. Et l'atome qui existe est un objet qui n'a été préalablement pensé par personne. Alors de là à dire que les Grecs se sont trompés, il n'y a qu'un pas à ne surtout pas franchir. C'était des génies. Et comme le dit l'un de mes amis, les choses qui n'existent pas pour rien. Autrement dit, c'est bien parce que les Grecs ont pensé un objet qui n'existe pas que des controverses, des discussions, des débats, des théories et finalement des expériences ont fini par établir l'existence d'un objet qui, lui, existe et qu'on n'a pu découvrir que parce qu'un objet qui n'existe pas avait été pensé. D'accord ? Donc les choses qui n'existent pas pour rien. Elles sont très utiles. Et je vous laisse choisir dans les choses qui n'existent pas, celles qui, pour vous, sont très utiles. Et donc, voilà, je m'apprêtais à vous lire des choses sur le vide, et notamment sur le néant, parce que finalement, Médène, le non-être, ça désigne plutôt le néant. Et il a fallu des siècles pour que l'idée de vide s'émancipe de l'idée de néant. Ceux d'entre vous qui ont fait un peu de mathématiques ont entendu parler évidemment de l'ensemble vide. Les mathématiciens ont pris garde à se distinguer le vide et le néant, en tout cas à distinguer l'ensemble vide et le néant, puisque l'ensemble vide est un ensemble qui ne contient aucun élément, par définition. Son cardinal est nul, mais c'est un ensemble. C'est un ensemble qui n'existe pas plus et pas moins que n'importe quel autre ensemble. Donc l'ensemble vide, c'est d'abord quelque chose qu'on appelle un ensemble. Donc c'est pas rien. Mais il a fallu beaucoup de temps pour séparer le néant du vide. Et dans le livre d'ailleurs, je cite j'ai retrouvé par hasard une lettre que Léonard de Vinci, donc à la fin du XVe siècle, a écrite à l'un de ses amis, que je pourrais vous lire, dans laquelle il explique qu'il ne faut pas confondre le néant et le vide.
Alors c'est une lettre écrite en italien, mais les deux mots néant et vide sont bien distingués en italien. Et voilà ce qu'écrit Léonard de Vinci. Le néant n'a point de centre et ses limites sont le néant, c'est-à-dire n'existe pas. Partout où il existe un vide, il y a un espace, tandis que le néant existe indépendamment de l'espace. En conséquence, le vide et le néant ne sont pas la même chose. Le vide peut se diviser à l'infini, alors que le néant ne saurait être divisé puisque rien ne peut être moindre que lui. Ça veut dire qu'au XVe siècle, la discussion entre vide et néant existait encore. Et ça va permettre les révolutions qui vont suivre, puisque ce que dit Léonard de Vinci, en termes contemporains, c'est que vous ne pouvez pas penser le vide sans l'associer à un volume. Donc le vide contient au moins l'espace. Alors que le néant, non, il n'a même pas d'espace. Et ça va être une brèche intéressante. Pourquoi ? Parce que le non-être, le néant, appelez-le comme vous voulez, ou le rien, même si le rien et le néant sont deux choses différentes, ils n'ont pas la même racine. Et le rien, c'est une notion qu'on peut quasiment chosifier, c'est-à-dire on peut parler d'un petit rien, 3 fois rien, sans même faire du Raymond DeVos. On est capable d'associer au mot rien des qualificatifs. Ça a pris un rien de temps. Un rien de temps, c'est pas une durée nulle. Un rien de temps, c'est déjà une certaine durée. Donc, alors que vous ne pourriez pas associer au mot néant des qualificatifs. Vous ne dites pas un petit néant, un petit... Non. Donc le néant a un statut qui n'est pas le même que celui du rien. Mais, et ça a été remarqué par, même Parménide d'une certaine façon, quand il dit que n'existe que ce qui est pensable, le non-être étant impensable n'existe pas. Ce qui sera critiqué par Platon, je ne vais pas reprendre tout ça, mais c'est vrai que l'idée de néant, à partir du moment où elle est posée par la pensée, elle va créer un pli. Parce que même si vous dites que le néant n'existe pas, ou que le non-être n'existe pas, le fait de l'avoir pensé, tout en disant qu'il était impensable, va faire que ce concept va agir comme le sparadrap du capitaine Haddock. D'accord ? Il est là, il se colle là, vous vous en débarrassez, il se colle là, etc. Vous ne pouvez plus vous en débarrasser. D'où la fameuse phrase d'Emmanuel Lévinas dans un de ses cours à la Sorbonne. On dit « L'idée de néant a défié la pensée occidentale ». À partir du moment où le néant est posé, ça clive le champ des possibles. Contrairement à des philosophies orientales, par exemple, qui, elles, n'ont pas eu besoin de penser le néant. Mais, et c'est ce que remarquent tous ceux qui vont suivre, notamment Bergson, l'idée de néant, c'est une idée destructrice d'elle-même. Puisque dès que vous tentez de la penser, votre entendement, que vous le vouliez ou non, de façon consciente ou inconsciente, va le figurer, va le représenter, en lui attribuant une dimensionnalité, ou bien une substantialité, ou bien une matérialité qu'en tant que néant, il ne peut pas avoir. Cet argument se trouve aussi chez Platon, dans son Parménide. C'est-à-dire que dès que vous pensez le non-être, vous ne pouvez pas vous empêcher de le penser comme étant conjoint à l'être. Donc vous le faites être. Vous en faites quelque chose que par définition de lui-même, il ne peut pas être. Autrement dit, penser le rien n'est jamais penser à rien. Et donc vous ne pouvez penser le néant que si vous ne le pensez pas. Il y a toutes sortes de contradictions par Diderot, par exemple. Lisez l'article de Diderot dans l'encyclopédie, c'est magnifique. Parce qu'il dit, par exemple, même si j'arrive à penser le néant, je ne peux pas me défaire que je suis moi là à le penser. Et donc je ne peux penser un néant qu'à la condition qu'il cohabite avec le sujet conscient qui le pense. Et il pose la question, mais un néant qui cohabite avec quelque chose, est-ce que c'est encore le néant, quoi ? Est-ce que le néant n'a pas vocation, presque par définition, s'il existe, à être seul au monde ? Parce que sinon, cohabite avec l'être, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'existe pas du tout ?
D'où les remarques qu'on pourrait faire sur Sartre. Tiens, j'ai un petit sondage à faire là. Soyez honnêtes. Qui dans la salle a lu L'être et le néant de Sartre en entier? Voilà. Donc je suis le seul. C'est bien ce que je sais. 600 pages. 600 pages. C'est un peu de la gnose. C'est un peu de la gnose. Il y a des fulgurances, mais je ne sais pas ce qu'il a pris à cette époque-là, en 43. Là. C'est de la gnose. Donc le néant entre l'être, d'accord. Donc il y a cet exemple. Alors, il parle de la montagne, l'alpinisme, la peur du vide. On est d'accord que Sartre, comme alpiniste, ça a dû être quoi? Ça a dû être la montagne Sainte-Geneviève par la face nord. Sans oxygène. Au printemps, ok? Ouais. Bon. Donc il explique que la peur du vide que ressent l'alpiniste, c'est pas du tout la peur de tomber dans le vide. C'est la peur d'éprouver sa liberté au point de décider de se jeter dans le vide. Bon, ceux d'entre vous qui sont allés en montagne savent que cette tentation, à part dans les cas vraiment pathologiques, n'existe pas. Et puis, cet autre exemple, vous avez rendez-vous avec Pierre, c'est le prénom qu'il choisit, dans un café. Vous allez dans ce café à l'heure dite, vous regardez les tables et vous constatez que votre ami Pierre n'y est pas présent. Conclusion de Sartre, l'absence de Pierre néantise, c'est son terme, néantise le café. Il ne faut quand même pas exagérer, d'accord ? Il ne faut pas exagérer, c'est-à-dire les mots ont un sens. Et moi je me suis tapé, si j'ose dire, Heidegger. Alors Heidegger, non c'est bien, il y a des choses intéressantes, mais cette phrase, l'étang de l'être surgit du néantir du néant. Donc vous avez le néant dont vous dites qu'il n'existe pas. C'est un truc qui n'existe pas, mais que vous pouvez néantir. C'est un peu la double peine, non ? C'est la double peine. Le truc n'existe pas, mais vous pouvez quand même l'annuler. Et est-ce que vous avez le droit de faire du néant le sujet d'un verbe d'action ? Est-ce que c'est pas une erreur grammaticale ? C'en est une, mais c'est tout le projet d'Heidegger, qui probablement n'a pas grand-chose à voir avec ce que les physiciens essayent de penser. Je n'ai pas parlé de physique pour l'instant. Hein. Oui, je n'ai pas parlé de physique. Mais... Non, ce que je veux dire, c'est que comme c'est quand même l'heure de déjeuner, on a le droit de se détendre en même temps. D'accord ? Je ne sais pas si on a le droit Heidegger est le meilleur sujet pour ça. Mais ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où vous distinguez le vide du néant, il s'accomplit quelque chose d'absolument décisif. Parce que dans certains dictionnaires de philosophie, par exemple, on trouve cette phrase « le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé ». Mais vous voyez que ça ne va pas. Parce que si vous enlevez absolument tout, ce qui reste, c'est le néant. Or, vous venez de dire que le vide et le néant se distinguent. Donc ça veut dire que le vide, c'est quelque chose de particulier, qui est précisément ce que vous ne devez pas retirer quand vous faites le vide. Donc la définition du dictionnaire philosophique doit être corrigée en « le vide, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé, sauf le vide ». Okay ? Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. C'est là que les choses deviennent intéressantes, puisque ça devient du coup l'affaire des physiciens. Alors, si vous voulez, on ne veut pas refaire toute l'histoire. Le livre est assez court parce que je ne voulais pas raconter tous les détails. Et le livre que j'ai écrit fait 300 pages et le livre publié en fait 170. Parce que justement, mon éditrice voulait qu'il n'y ait pas de gras, qu'il n'y ait pas d'anecdotes, etc. pour aller au fait du truc. Mais vous voyez que vous pouvez discuter l'existence du vide avec toutes sortes d'arguments philosophiques, théologiques, logiques. C'est ce qui s'est passé pendant presque 2 millénaires. Et puis au XVIIe siècle, il s'est passé un événement qui va trancher une partie de la question. Alors, les arguments philosophiques, ça peut être, même si ce n'est pas exactement sous cette forme chez Aristote,
ça sera repris par Roger Bacon au XIIIe siècle, l'idée que la nature a horreur du vide. Et vous voyez que cette phrase, on l'utilise encore aujourd'hui. Hein. On le dit même dans la vie courante. Il y a un poste qui s'est libéré, il y a beaucoup de candidats qui se présentent parce que la nature a horreur du vide. C'est une idée féconde, en fait. On peut l'instrumentaliser. Voilà, elle est féconde et il ne s'agit pas de l'abandonner. Mais chez Aristote, il y a des arguments presque physiques. Prenez deux plaques de métal très lisses, vous pouvez les faire coulisser l'une sur l'autre. Mais dès qu'il s'agit de les écarter, c'est plus difficile. Pourquoi, dit Aristote? Parce que la nature éprouve un sentiment, c'est un sentiment d'horreur pour le vide. Si j'écarte les plaques, du vide va se créer entre les plaques. Et la nature qui a horreur du vide demande aux deux plaques de bien vouloir opposer une résistance afin que le vide qui menace d'apparaître ne se manifeste pas. Roger Bacon va donner d'autres exemples. Par exemple, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une bouteille d'eau la nuit, un soir de gel, le lendemain vous retrouvez que la bouteille est cassée. D'où ça vient? À l'époque, on croyait que la glace était moins dense que l'eau. Plus dense que l'eau, comme tous les corps. Mais l'eau, elle fait exception, on ne le savait pas à l'époque. La glace est moins dense que l'eau, c'est pour ça que les glaçons flottent. Mais l'explication de Roger Bacon, c'est normal. Il y a du gel, donc l'eau liquide devient de la glace, qui occupe moins de volume. Donc ça crée du vide dans la bouteille. La nature déteste ça et demande à la bouteille de bien vouloir se casser pour empêcher que le vide apparaisse. Mais vous lisez en toutes lettres, hein. Moi, j'invente rien. Et puis... Et c'est là qu'on voit que les idées anciennes continuent à percoler dans la culture contemporaine. Vous demandez à quelqu'un à qui vous donnez un verre de jus d'orange de le boire avec une paille. Le quelqu'un met la paille, aspire le jus d'orange. On dit aspire le jus d'orange. Et là, il se passe un truc incroyable, c'est que le jus d'orange monte dans la paille. Oh, contre la gravité, hein. La gravité, je vous rappelle, c'est tout le monde en bas. Et là ça monte. Demandez à vos voisins, alors demandez aux enfants d'expliquer le phénomène. Moi, j'ai fait ça dans une classe de CM2. Ils ont discuté, etc., en petits groupes pendant 1 heure. Ils sont revenus avec l'explication. C'est normal, monsieur. Il y a des petits crochets. Entre l'air qu'on aspire et puis le jus d'orange, il y a des petits crochets. Donc le jus d'orange, il est accroché à l'air. Donc si j'aspire l'air vers le haut, les crochets vont entraîner dans leur sillage le mouvement du jus d'orange dans la paille. C'est très beau. Maintenant, si vous interrogez des gens un peu plus adultes, ils vont vous dire c'est normal, j'aspire, donc je crée presque du vide dans la paille, et la nature qui a horreur du vide demande au jus d'orange de grimper. Autrement dit, l'horreur que la nature a pour le vide est un antidépresseur. Dès qu'il y a une dépression qui se manifeste, la nature demande à toute la matière liquide ou solide ou gazeuse alentour de venir boucher le trou pour empêcher que le vide se manifeste. Et on vit tous avec cette idée. Mais ce qui s'est passé, et c'est ça, c'est un événement qui a vraiment coupé l'histoire en deux. Il y a 2 étapes, si vous voulez. Il y a une première étape, c'est Galilée. Galilée, quand il est jeune... il ne se préoccupe pas de savoir si le vide existe ou pas. D'ailleurs, tout le monde pense que le vide n'existe pas. Tous les doctes le pensent. Et même l'Église catholique, l'Inquisition, interdisent qu'on puisse publier un texte défendant l'existence du vide pour 2 raisons. La première raison, c'est que Dieu n'a rien fait qui soit inutile. Or, un espace vide et stérile ne sert à rien, donc Dieu n'a pas pu le faire. Et d'autre part, même s'il l'avait fait, comme il est partout, l'espace en question ne serait pas vide. Et Galilée, lui, se dit, mais les lois du mouvement sont vraiment compliquées. Le mouvement des corps, tel qu'on le voit, c'est vraiment compliqué. Et donc, il a cette idée absolument géniale, qui est de se dire, ce qui m'intéresse n'est pas de savoir si le vide existe ou pas, mais j'ai l'intuition que dans le vide, s'il existait, hypothèse de pensée, les lois du mouvement se montreraient de façon plus simple. Et ensuite, pour comprendre les lois du mouvement hors du vide, je devrais simplement tenir compte des faits dus à la matière qui est présente dans l'espace pour comprendre comment cette matière modifie l'apparence des mouvements.
Ça, c'est quand même une idée absolument géniale. Et c'est une idée qui va le conduire à découvrir, sans faire d'expérience, que tous les corps tombent à la même vitesse, dans le vide. Et ça, c'est quand même un coup de génie absolument incroyable. Et comment est-ce qu'il va le découvrir? Alors, il fait quand même des expériences. Il fait tomber des pierres dans de la mélasse. Il voit qu'elles sont arrêtées, freinées. Dans l'eau, elles sont freinées, mais moins. Dans l'air, moins encore. Et donc, il se dit, mais si la résistance du milieu était nulle, quelle serait la différence de vitesse entre les pierres les plus massives et les pierres les plus légères? Et comme à l'époque, on ne sait pas faire le vide et on ne sait même pas s'il existe, il ne peut pas faire d'expérience. Et donc, il peut pas prouver ce qu'il dit. Et il va le prouver quand même par ce qu'on appelle une expérience de pensée, c'est-à-dire un stratagème intellectuel par lequel on parvient à faire en sorte que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. C'est ça un truc, c'est ça la modernité. On en parlait avec quelqu'un tout à l'heure au café. La modernité, c'est ça, c'est d'inventer des stratagèmes pour que le monde décoïncide d'avec ce qu'il nous montre. Et ce qu'il va imaginer dans la bouche de Salviati, le personnage qui est son porte-parole dans ses discours, c'est supposons qu'Aristote a raison quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Je vous rappelle que Aristote écrit même qu'une pierre qui est 10 fois plus massive qu'une autre pierre tombe 10 fois plus vite. Est-ce que vous avez déjà vu une pierre qui tombe 10 fois plus vite qu'une autre pierre? Ça veut dire qu'il n'y avait même pas d'observation. Même des observations les plus élémentaires. Bon, d'ailleurs, Salviati, qui ne veut pas donner que la police, dit qu'il n'a pas dû être très attentif. Bon, bref. Et donc, Galilée dit, supposons qu'Aristote a raison, simplement quand il dit qu'une grosse pierre tombe plus vite qu'une petite pierre. Et c'est là qu'il fait commencer une expérience de pensée, qui commence évidemment par si on attache la grosse pierre à la petite pierre par une ficelle et qu'on laisse tomber l'ensemble, qu'est-ce qui va se passer? Aristote nous dit que c'est plus lourd que la grosse pierre, donc ça tombe plus vite que la grosse pierre. Mais pendant la chute, la petite pierre qui tombe moins vite va tendre la corde et faire parachute. Et donc freiner la chute de la grosse pierre qui du coup, l'ensemble va tomber moins vite que la grosse pierre. Donc il a vu qu'il y avait une contradiction dans la loi d'Aristote qu'on ne peut résoudre qu'en disant que la grosse pierre et la petite pierre tombent exactement à la même vitesse, ce qui n'est pas ce que nous voyons. C'est ça la naissance de la physique moderne, l'énoncé d'une loi qui contredit l'observation. Et ensuite, il faut réinterpréter l'observation pour dire comment une loi qui la contredit l'explique quand même. En invoquant la résistance de l'air, la poussée d'Archimède, qui sont responsables de la différence de vitesse de chute entre les objets lourds et les objets légers, et ça n'a rien à voir avec la gravitation. Alors, ça, c'est la première étape. Donc le vide est invoqué comme hypothèse d'école. Et juste pour finir, le deuxième événement, qui aurait pu ne pas se produire, parce que c'est un événement contingent, ça se passe à Florence en 1640. Galilée a été condamné par l'Inquisition, il est assigné à résidence dans un petit village à côté de Florence, il est vieux, il est aveugle, il va mourir bientôt, mais il reçoit une lettre qui est écrite par les fontainiers de la ville. Florence, c'est la ville de la Renaissance, donc les fontainiers voulaient les fontaines les plus spectaculaires possibles, et ils pompaient avec des pompes à eau le fleuve qui coule à Florence, qui s'appelle l'Arno, et ils avaient installé certaines pompes sur les ponts qui enjambent le fleuve. Et donc la hauteur entre la pompe et l'eau, la surface de l'eau, pouvait être assez grande. Et ils ont remarqué que quand cette hauteur dépassait 18 coudées, c'est-à-dire 10 mètres, ils ne pouvaient plus pomper. L'eau montait, puis à 10 mètres, elle s'arrêtait, et malgré les efforts de techniciens, d'artisans, d'ingénieurs venus changer les pompes, faire des expériences, des tests, etc., ça bloquait. Et en désespoir de cause, ils écrivent à Galilée, qui se fait lire la lettre par son ami, comment il s'appelle, Torricelli, qui est son assistant. Et Galilée comprend que le problème qu'il rencontre n'est pas un problème technique,
qu'on pourrait résoudre en changeant les pompes. C'est un problème de physique. Ce qu'ils viennent de découvrir, c'est que la nature n'a pas horreur du vide. Il meurt avant de pouvoir faire des expériences, mais Torricelli va faire des expériences qui vont montrer qu'il a raison. L'idée de Galilée, c'est que, pour reprendre l'exemple de la paille, quand vous aspirez du jus d'orange, en fait, ce n'est pas du tout la nature qui a horreur du vide. C'est simplement parce qu'il existe dans l'atmosphère une pression atmosphérique, ce qu'il appelait lui la pesanteur de l'air. Et la pesanteur de l'air, elle est intense. Elle vaut 10 tonnes par mètre carré. Donc si je prends une surface d'1 mètre carré, il y a 10 tonnes, l'équivalent de 10 tonnes qui appuie sur cette surface sous l'effet de la pesanteur de l'air ou de la pression atmosphérique. Et donc quand je bois mon verre avec du jus d'orange, il y a cette pression qui va du haut vers le bas, qui appuie sur le liquide. Mais qui appuie aussi sur, si je mets une paille, qui appuie sur le liquide qui est dans la paille. Mais si j'aspire, je diminue la pression dans la paille. Et donc la pression dans la paille va être plus faible que la pression sur le liquide qui est dans le verre. Et c'est cette différence de pression qui va faire que le jus d'orange va monter. Et Torricelli a l'idée de vérifier cette hypothèse, non pas en faisant des colonnes de 10 mètres, hein, c'est trop compliqué techniquement, donc il a l'idée de remplacer l'eau par du mercure qui est 13,6 fois plus dense que l'eau. Donc il prend un bassin rempli de mercure, il prend un tube d'1 mètre, il le bouche à une extrémité, il le remplit de mercure sur toute la hauteur. Une fois que c'est fait, il le bouche. Ensuite, il met le tube verticalement dans le bassin avec ses mains, les mains dans le mercure. Hein. Ingénieur sécurité, bouchez-vous les oreilles. Une fois que le tube est immergé, il enlève le bouchon du bas et il regarde ce qui se passe. Et il voit que la colonne de mercure baisse, puis s'arrête. Et la hauteur entre la surface du mercure et le haut de la colonne mesurée donne 76 cm. 10 mètres divisé par 13,6, la densité du mercure, ça fait 76 cm. Donc, la question c'est qu'est-ce qu'il y a dans les 24 cm du tube qui ont été libérés par le mercure? Est-ce que c'est du vide? Il n'ose pas l'écrire parce qu'il y a l'Inquisition. Et il connaît bien Galilée, donc il est au courant. Donc il dit... d'ailleurs, il ne publie pas, il fait des expériences... il refait l'expérience à Florence, à Rome, devant des personnalités, notamment à Rome, devant l'abbé Mersenne, un Français qui avait fondé une académie à Paris. Mersenne voit l'expérience, le tube de Torricelli, l'invention du baromètre. Il revient à Paris, il en parle à tout le monde, à Descartes, à Roberval, à Pascal. Et la querelle du vide, comme on va l'appeler, va durer moins de 5 ans. En moins de 5 ans, l'affaire est réglée. On a pu fabriquer un certain vide, qui n'est pas absolu, il y a encore des atomes qui traînent. Et ce qu'on appelait l'horreur du vide, c'est simplement le fait que cette pression atmosphérique est tellement forte, on ne la sent pas parce que notre pression interne l'équilibre, elle est tellement forte que dès que dans un volume vous voulez créer du vide, le moindre orifice va faire entrer de l'air et empêcher que le vide se manifeste. D'accord ? Et d'ailleurs, juste pour finir, parce que je ne veux pas être trop long, c'est quand même un truc incroyable. On a tous lu les pensées de Pascal, qu'il a écrites à la fin de sa vie, notamment le chapitre sur l'ennui. L'ennui. Il explique que nous nous divertissons parce que nous avons horreur du vide. Nous, les humains. Et quand il écrit ça dans les pensées, il utilise le mot néant ou le mot vide de la même façon. Pour lui, vide et néant, c'est des mots synonymes. Or, il a 35 ans quand il écrit ça. Or, pratiquement 10 ans plus tôt, alors qu'il a 23 ans, il écrit un traité sur le vide, qui est le résultat d'une correspondance qu'il a eue avec le Père Noël. Non pas pour commander ses cadeaux, mais c'était le révérend Père Noël, le patron de la Compagnie de Jésus, jésuite donc, qui ne croyait pas au vide, et qui avait écrit un ouvrage intitulé « La plénitude du vide ».
Et Blaise Pascal a une correspondance avec lui, dans laquelle il dit, écoutez, à la fin il dit, il s'agace, écoutez, vos arguments sont philosophiques, très bien, on pourra en discuter à l'infini. La seule façon de trancher la question, c'est l'expérience, faire des expériences. Et il conclut la lettre en disant, le vide tient le milieu entre le néant et la matière. Donc le vide, c'est pas le néant, c'est pas non plus la matière, c'est entre les deux. Ce qui est une très bonne définition du vide quantique. Ça veut dire qu'à cette époque-là, quand il a 23 ans, il distingue parfaitement le néant du vide. Mais plus tard, quand il parle de l'ennui, il les considère comme équivalents. Et c'est quand même, je ne sais pas si beaucoup de philosophes ont fait le rapprochement, mais c'est passionnant. Parce que vous savez qu'après, il va demander à son beau-frère, qui habite à Clermont-Ferrand, donc qui est entouré de montagnes, de faire une expérience en montant un tube de Torricelli au sommet du Puy-de-Dôme. Et le beau-frère va s'exécuter. C'est Blaise Pascal qui démontre que la nature n'a pas horreur du vide et qui, dans le même temps, enfin un peu plus tard, démontre que l'homme, lui, a horreur du vide. Donc, si on résume, Blaise Pascal démontre que le divertissement est pour les hommes, que nous sommes, l'équivalent de ce qu'est la pression atmosphérique pour la nature. C'est quand même marrant. Pas marrant. Alors, on peut dire... Attends, juste pour dire, ça a des conséquences directes. Parce que ce traité du vide, il n'a pas été publié, mais il y a quand même des... Est-ce que vous avez lu le texte de Blaise Pascal sur la façon dont les enfants, les nourrissons, têtent la mamelle de leur nourrice? Est-ce que vous connaissez ce texte? Eh bien, Blaise Pascal, qui a fait l'expérience avec son beau-frère du Puy-de-Dôme, puis a refait l'expérience à Tour Saint-Jacques à Paris, en montrant que la colonne de Mercure a une hauteur qui diminue avec l'altitude, donc il y a moins de pression dans l'atmosphère quand on monte qu'il y en a en bas, et explique dans un texte incroyable ce qui se passe quand un nourrisson tète le lait de sa mère ou d'une nourrice. Il dit, on dit qu'on aspire le lait. Mais on n'aspire rien du tout. On n'aspire rien du tout. C'est pas une aspiration. C'est simplement que la bouche du nourrisson, par aspiration de l'air qu'elle contient, va créer une dépression. Et si la bouche est connectée au sein, alors la dépression va faire que la pression atmosphérique sur le sein va faire sortir le lait. C'est l'équivalent de la montée du jus d'orange dans la paille. De là à dire qu'un sein est une paille, il y a un pas que je ne vais pas franchir, mais c'est la même physique, si vous voulez. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est difficile de boire du jus d'orange avec une paille à 6000 mètres d'altitude. Et c'est impossible de téter un sein dans les hauteurs de l'Himalaya. Blaise Pascal, c'est ça. Autre question. Ouais. On peut dire que l'idée de vide progresse à ce moment-là, mais elle progresse en triomphant de résistances qui sont des résistances conceptuelles ou d'intelligibilité de ce qui se passe. Donc, parce qu'il y a un des aspects importants de ce que fait Galilée, c'est quand il pose l'équivalence du repos et du mouvement, il répond à l'argument d'Aristote en disant il peut y avoir un mouvement dans le vide. C'est possible parce qu'il y a de l'inertie en fait. Mais il reste un problème qui est le problème de la lumière, qui sera suffisant pour convaincre Descartes et d'ailleurs aussi le problème de la gravité. C'est-à-dire que le XVIIe siècle sera ensuite réticent à l'idée du vide. Alors il y a un vide au sens torricellien, d'accord, mais c'est un vide qui est plein d'éther. Parce qu'on en a besoin, parce que l'interaction à distance, ça continue d'être quelque chose qui est complètement inintelligible. Et d'ailleurs, quand les cartésiens se plaignent à Newton en disant mais votre gravité qui agit immédiatement à distance, qu'est-ce que c'est de la magie? Et que très fameusement Newton répond je fais pas d'hypothèse, j'invente pas des hypothèses. Cette réponse dit aussi je reconnais que c'est un problème. J'ai pas de réponse à vous donner, mais je reconnais que c'est un problème. Enfin, il y a quelque chose d'inintelligible. Donc du coup, au moment où on en est là, avec Pascal, la possibilité d'un vide est établie, mais c'est seulement un vide de matière. Je reprends l'idée que je suis d'accord, mais quand on a tout enlevé, on a enlevé que la matière, mais on n'a pas tout enlevé en fait. Je suis d'accord, mais ce qui est important de noter, c'est que après l'étape XVIIe siècle, donc l'expérience de Torricelli, Pascal et quelques autres,
la façon de poser les questions est modifiée. C'est ça le point important. Donc, comme dit Nietzsche, l'histoire se coupe en deux. La façon de poser les questions est modifiée, et ce nouveau pli, il est irréversible. C'est pas la lecture des textes d'Aristote qui faisait autorité qui va répondre aux questions qu'on se pose. Et ça, c'est une ouverture qui va permettre l'avènement de la physique moderne. Même s'il y a des hésitations, même s'il y a des problèmes de vocabulaire, même s'il y a des controverses, en effet. Mais vous voyez que, à partir du moment où Newton élabore la première théorie physique qui soit mathématisée, qu'il s'agisse de la mécanique ou de la gravitation, d'ailleurs, peu importe, la façon de considérer le vide est modifiée. Puisqu'une théorie physique, c'est en gros ce qui vous dit ce qui existe. Et qui vous dit, si elle est bien pensée, ce qui, dans ce qui existe, peut être retiré. Donc le vide, c'est ce qui reste quand vous avez retiré ce qui peut être retiré. Par opposition à Descartes, qui lui avait une conception finaliste du vide. Par exemple, Descartes, il dit, quand on prend une cruche destinée à porter de l'eau, à stocker de l'eau, ou à porter du lait ou du vin, ou à les stocker, et qu'elle est vide. On dit elle est vide parce qu'elle ne remplit pas sa fonction. Donc c'est ce qu'on attend d'elle qui nous fait dire qu'elle est vide lorsque elle ne remplit pas la mission qu'on lui attribue. Mais Descartes lui-même le dit, mais quand on dit qu'elle est vide, elle est pleine d'air. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est pleine de rayonnement électromagnétique, sauf si on refroidit à 0 degré Kelvin les parois. Et puis même si on refroidit les parois à 0 Kelvin, il reste le fond diffus cosmologique. Donc il reste toujours quelque chose. Okay, mais comme elle ne répond pas, elle ne remplit pas sa fonction, on dit qu'elle est vide. Avec Newton, ça change parce que voilà, il y a des choses. Donc pour lui, il y a en gros l'espace, le temps, et puis il y a une troisième sorte de chose qui est la matière, qui pour lui est incarnée sous forme de corps matériel. Donc qu'est-ce que c'est que le vide pour Newton? C'est ce qui reste quand on a retiré les corps matériels. Donc c'est l'espace vide, absolument vide, plus le temps. Il ne se passe rien, mais bon, il y a ces choses-là. Et en effet, la gravitation, qui est une force instantanée à distance, donc vous prenez deux masses, immédiatement elles s'attirent. Et Newton se demande, mais quel est le vecteur de cette interaction? Comment ça se propage? Et il dit, en effet, je n'ai pas d'hypothèse. Il faudra remplir le vide. Et après, on va remplir le vide au XIXe siècle seulement, après avoir constaté que, contrairement à ce que croyait Newton, la lumière est capable d'interférer avec elle-même, et donc elle a une nature ondulatoire, elle est faite de vibrations, comme dit Fresnel. Et à l'époque, un physicien ne peut pas penser qu'un phénomène vibratoire puisse exister sans un support qui permette sa diffusion dans l'espace. Donc les gens, sans en douter le moins du monde, disent l'espace vide de Newton en fait est rempli par un éther qu'on appelle luminifère qui porte la lumière. Par analogie avec le son, quand on fait le vide dans une enceinte, le son ne se propage plus. Mais dans le vide, la lumière ne se propage pas. Donc il faut bien qu'il y ait quelque chose qui la transporte. C'est l'éther luminifère. Et à partir du moment où les équations de Maxwell vont permettre de décrire la lumière, proprement, les gens vont se demander, mais c'est quoi les propriétés de l'éther? Est-ce qu'il est solide? Est-ce qu'il est pesant? Est-ce qu'il est en mouvement? Et est-ce qu'il est élastique? Est-ce qu'il est... Et la réponse qu'on peut déduire des équations de Maxwell, c'est que l'éther, il est nécessairement absolument immobile. L'éther, il est immobile dans l'absolu. C'est-à-dire, la Terre doit avoir une certaine vitesse par rapport à lui, qu'on peut mesurer. On tente de le faire. Et ce que voient assez vite les physiciens, c'est que le fait de dire que l'éther est absolument immobile le fait entrer en contradiction avec la mécanique de Newton, qui est basée sur trois principes, dont l'un est le principe de relativité, qui dit que tout mouvement est comme rien. Autrement dit, quand vous êtes en mouvement, rectiligne uniforme, tout se passe exactement comme si vous n'étiez pas en mouvement. D'ailleurs, nous tous, on est en mouvement là, autour du Soleil, c'est 29 000 km par seconde, hein. Mais on est dans le même mouvement, ce qui nous donne l'impression d'être immobiles les uns par rapport aux autres. Donc Galilée dit que l'immobilité est un mouvement partagé. Mais si le mouvement est comme rien, il n'existe aucun référentiel dont vous puissiez dire qu'il est absolument immobile. Parce que nous pourrons dire que notre amphithéâtre est immobile, très bien, mais quelqu'un qui traverserait la pièce
dans un autre référentiel en déplacement par rapport à nous, dirait que c'est lui qui est immobile. Donc il y a une démocratie des référentiels au point qu'il n'en existe pas dont on puisse dire qu'il est immobile dans l'absolu. Et ça va engendrer des discussions, et les physiciens sont persuadés que les équations de Newton, c'est du béton, beaucoup plus que Maxwell qui est tout neuf. Et donc ils vont essayer de faire rentrer les implications de l'électromagnétisme dans la mécanique elle-même, en parlant de contraction des longueurs induites par l'éther, dilatation des durées induites par l'éther, etc. Faire un truc assez compliqué dans lequel on va forcer la mécanique, supposée vraie, à s'adapter à la présence de l'éther. Bon, ça va rendre les choses très compliquées. Les gens qui font ça s'appellent Lorentz, Poincaré, et puis arrive un jeune homme qui dit l'éther nous pose des problèmes, je proclame qu'il n'existe pas, et les problèmes qu'il pose disparaissent. Il s'appelle Albert Einstein, et il va, en 1905, vider l'espace de l'éther, il va vider l'espace, et réhabiliter un vide un peu à la Newton, sauf que c'est un vide associé non plus à l'espace, mais à l'espace-temps. D'accord ? Et donc, vous voyez, ça va tout changer, parce que il y aura, du coup, autant de vides différents qu'il y a de théories physiques différentes. Puis on a quand même un sparadrap du capitaine Haddock, encore une fois, parce qu'en enlevant l'éther, il change aussi la notion d'espace, qui prend une courbure, et qui donc, à ce moment-là, a une propriété, ce que n'avait pas l'espace et l'espace newtonien, et donc du coup, l'espace devient rempli de courbures. L'espace contient une métrique, alors là je ne vais pas partir là-dedans, parce que la question que vous posez, ce n'est pas celle du vide de la relativité restreinte que je viens d'évoquer. C'est un espace-temps vide, mais avec une métrique très simple qui est euclidienne. En gros, minkowskienne, mais en gros, c'est un espace-temps dont les propriétés ne dépendent pas de ce qui s'y passe. Alors qu'en 1915, il fait une nouvelle théorie de la gravitation, dans laquelle l'espace-temps devient lui-même un objet physique, puisque la gravitation n'est qu'une courbure de l'espace-temps. Et le vide, la question qu'est-ce que c'est que le vide en relativité générale, est une question infernale. Donc je ne vais pas l'aborder, mais simplement remarquer qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a autant de vides différents qu'il y a de théories physiques différentes. Pardon, le vide quantique, vous enlevez donc toutes les particules, électrons, quarks, neutrinos, etc., lumière, et les équations vous montrent qu'il reste à la fin, dans l'espace-temps, ce qu'on appelle des champs quantiques dans l'état de plus basse énergie, qui correspondent à des particules virtuelles. Donc il y a quelque chose dans le vide. Donc le vide est plein, mais ce dont il est plein ne peut pas être retiré. Et c'est du donc virtuel. Ce vide-là, c'est une sorte d'état fondamental de la matière, dont on dit qu'il contient des particules virtuelles, au sens où si on leur donne l'énergie qui leur manque, elles deviennent réelles. Mais elles sont potentiellement là. Et ce vide quantique, on le connaît bien, on peut expérimenter sur lui. Il y a ce qu'on appelle l'effet Casimir, on peut le chauffer, ça fait sortir des particules comme le boson de Higgs du vide quantique, etc. Donc vous voyez, et ce que je trouve intéressant, c'est de noter simplement que dès lors que nous avons plusieurs théories cadres en physique, la théorie d'Einstein pour la gravitation, la physique quantique pour les autres interactions, ça pose un petit problème logique, qui est que dès lors que nous supposons qu'il existe plusieurs vides différents, est-ce que ça ne conduit pas à une contradiction, venant du constat que si plusieurs vides coexistent, ça veut dire que l'un d'entre eux contient les autres, et ça veut dire qu'il n'est pas vide. Voilà. Probablement qu'il serait intéressant de regarder un peu le détail de comment est-ce que les physiciens du XXe siècle ont élaboré cette idée d'une virtualité des particules. Ce qui est très frappant dans ce que vous racontez, c'est cette idée que on dit le vide n'est pas vide, ou le vide contient quelque chose, des particules à l'état virtuel, dont on sait qu'elles sont là, parce que si on leur donne de l'énergie, elles vont apparaître. Oui, mais le mot virtuel, là, il faut juste pour recadrer, il ne faut pas le prendre au sérieux. C'est un problème de traduction. C'est lié
du langage mathématique qui n'a rien à voir avec l'idée de virtualité dans le langage courant. Donc ce sont des particules, en fait, qui sont tout à fait présentes. Donc elles ne sont pas virtuelles, elles sont bien présentes, mais elles sont flappy. C'est-à-dire elles ont moins d'énergie. Elles ont moins d'énergie que leur énergie de masse, dont Einstein nous a expliqué qu'elle vaut mc². Donc c'est des particules de masse m qui ont moins d'énergie que mc². Donc elles n'ont même pas assez d'énergie pour être complètement réelles. Et ce qu'on peut faire assez facilement avec l'aide des contribuables, c'est construire des accélérateurs de particules sous terre de 27 km de circonférence qui coûtent 3 milliards d'euros. C'est l'Europe qui paye, c'est pas un État tout seul, ça coûte rien. Pour un contribuable européen, c'est l'équivalent d'un expresso par an. Je dis ça pour... Et donc, les collisions de protons à haute énergie vont libérer, au moment de la collision, une énorme quantité d'énergie dans un tout petit volume d'espace-temps, dans lequel règne le vide quantique, et les particules qui sont en manque d'énergie vont avaler cette énergie, devenir réelles. Elles vont en plus avaler de l'énergie cinétique, ce qui va leur permettre de sortir du vide quantique et de laisser une trace dans les détecteurs qu'on a installés autour du point de collision pour les observer. Et c'est comme ça qu'on a pu, en 2012, faire sortir du vide quantique des bosons de Higgs qui étaient là potentiellement dans un champ quantique complètement fatigué, mais on a pu le réactiver en recréant dans le présent, en 2012, les conditions physiques de l'univers primordial, lorsque l'univers était beaucoup plus chaud et beaucoup plus dense en énergie, à une époque où les bosons de Higgs pouvaient circuler librement à l'état réel et non plus seulement à l'état entre guillemets virtuel. D'accord. Donc c'est pas une machine à remonter dans le temps. Ces accélérateurs, c'est des machines qui recréent dans le présent les conditions physiques du passé. Et comme les lois physiques n'ont pas changé, sauf dans les manuels, je ne parle pas des lois de la physique, qu'elles changent. Je parle des lois physiques, les vraies. Les lois physiques n'ont pas changé, de sorte que si on recrée dans le présent les conditions physiques du passé, on voit se dérouler sous nos yeux les phénomènes qui se déroulaient dans le passé. Et alors, à partir de ce moment-là, est-ce que le concept même de vide a un sens en physique quantique? Est-ce qu'on utilise ce concept? Ou est-ce qu'en fait, c'est tous les juste jours, quand on traduit... Non, tous les jours. Et il y a des problèmes avec la cosmologie, parce que le vide quantique, d'après certains calculs, doit avoir une énergie colossale qu'il ne semble pas avoir, parce que l'espace-temps n'a pas la courbure qu'il aurait si le vide quantique avait une énergie qui lui permet de graviter. Mais pour vous donner une analogie, comme on est au musée des Beaux-Arts, il n'y a pas très longtemps à Paris, il y a une exposition sur Picasso, Calder et Picasso, autour du vide. Comment est-ce que Picasso s'est représenté le vide et comment Calder s'est représenté le vide? Et je suis allé voir cette exposition et à un moment j'ai eu un choc en voyant une série de 12 tableaux peints par Picasso entre décembre 1945 et mars 1946. En fait, ce sont des tableaux qui représentent un taureau. Alors, le premier tableau est une peinture donc, qui montre un taureau très charnu. C'est un tableau très, très figuratif. On a même l'impression que c'est une photo d'un taureau. Et une semaine plus tard, il a peint un autre taureau, mais un peu plus décharné, un peu plus épuré, avec des formes moins curvilignes, un peu plus géométriques. Et puis, etc. Pendant quelques semaines, il a régulièrement produit un nouveau tableau du même taureau, mais à chaque fois un peu plus débarrassé de sa graisse ontologique. Et à la fin, il y a non plus un tableau, mais un dessin qui contient à peu près 12 traits curvilignes. Et si par la pensée, vous imaginez que vous supprimez un seul de ces traits, vous ne pouvez plus reconnaître que c'est un taureau. Il y a une information essentielle qui est perdue. Mais quand les 12 traits sont là, vous dites tiens, c'est un taureau. C'est un taureau abstrait. Et donc on pourrait dire qu'il a peint la tauroïcité du taureau. Ce qu'il y a d'essentiel
dans le taureau, le vide quantique, c'est ça. Le vide quantique, c'est l'équivalent de ce dernier tableau. C'est-à-dire, c'est le minimum de matière qui doit être décrit pour que toute la matière qui existe soit pensable. C'est le prologue, si vous voulez. C'est exactement ce que dit Blaise Pascal dans sa phrase. C'est le milieu entre le néant et la matière. C'est pas le néant parce qu'il y a l'espace-temps plus la matière dans ces états de grande fatigue. Et puis potentiellement, pour peu que vous donniez de l'énergie à ce vide quantique, toute la matière telle que nous la connaissons se déploie. Il ne manque rien, sinon l'énergie. Vous mentionniez tout à l'heure le... Mais peut-être qu'il faut laisser la parole. On a fait 1h10 là. On a largement le temps. Ouais. C'est l'heure du café. Dernière question avant de vous passer la parole. Qui est-ce qui a... Ouais. Donc, vous mentionniez le fait que chez Pascal, par exemple, on avait cette idée que cette connexion qui se faisait entre une préoccupation de physicien ou de scientifique autour du vide et des expériences de Torricelli, et d'un autre côté, le Pascal existentialiste qu'on connaît tous et qui voyait dans la figure du vide quelque chose comme... ou dans l'ennui, quelque chose qui faisait écho à ce que la physique aristotélicienne pensait du vide et de l'horreur du vide de la nature. Et j'ai le sentiment, et en parcourant le texte et le reste de votre travail ces dernières années, que vous avez vous proposez à partir de ce que la physique quantique dit du vide, ou à partir de ce que la science moderne dit du vide, aussi toute une matrice de... Alors je ne sais pas quel est le bon terme, est-ce que ce sont des métaphores, est-ce que c'est une source d'inspiration, en tout cas établir des ponts entre notre expérience vivante, vécue, de ce que c'est être un être humain et mener cette vie-là, et la notion de vide en fait. Il y a des retournements intéressants, il y a des... Et dites-nous un peu plus à propos de ça. Alors, le retournement le plus incroyable, c'est celui qu'on trouve dans le vocabulaire et la façon de parler des alpinistes. L'alpiniste, il parle de la peur du vide, il a peur de tomber dans le vide, et il appelle en fait vide ce dans quoi il peut tomber, qui est beaucoup moins vide qu'est-ce qui est au-dessus de lui. Autrement dit, pour un alpiniste, la gravitation, elle polarise le rapport à l'espace. Si vous êtes à 4000 mètres, vous pouvez faire un calcul assez simple. Si vous êtes à 4000 mètres, donc en gros dans le Mont Blanc, et que vous tombez jusqu'au niveau de la mer, vous allez traverser plus de matière que si vous allez de l'endroit où vous êtes, 4000 mètres, jusqu'à la Lune. Donc, si vous voulez, le vide, il est au-dessus. Mais comme on ne peut pas tomber au-dessus, on n'en parle pas. Donc ça veut dire qu'il y a... Oui, dans le langage, il y a des trucs assez bizarres. Le vide dans lequel on peut tomber, il est plein d'air. Après, vous voyez, on tombe sur des problèmes de vocabulaire. Parce que quand Aristote dit « le vide n'existe pas », ben, vous pouvez lui donner raison. Si le vide auquel on pense, c'est le vide de Newton, c'est-à-dire un espace sans rien, pas le moindre atome, ce vide n'existe pas. Où que vous alliez dans l'univers, même si vous gardez une géométrie euclidienne, il y a du fond diffus-cosmologique, il y a un peu de rayonnement, il y a du rayonnement cosmique, bon, il n'y a aucun endroit où il n'y a rien, quoi, d'autre que l'espace. Donc vous voyez, la leçon, si vous voulez, c'est que ce travail critique du vocabulaire, dont j'ai déjà dit qu'il fallait ce que Paul Valéry appelait le nettoyage de la situation verbale. Si on ne le fait pas, ce travail, on peut dire n'importe quoi. Et on peut dire que le vide existe, on peut dire qu'il n'existe pas, tout en voulant dire exactement la même chose. Le vide newtonien n'existe pas, très bien, mais il y a d'autres vides qui existent, comme le vide quantique, qui ne sont pas la même chose que le vide newtonien, donc celui-là, on a le droit de dire qu'il existe et on peut même l'expérimenter. Et donc, sans vouloir instaurer une police de la pensée ou du vocabulaire, je pense que cette désinvolture langagière qui est la nôtre lorsque nous parlons de concepts fondamentaux est une forme de paresse intellectuelle qui nous permet de dire des choses très compliquées dans un certain champ
sans jamais se donner l'effort de les confronter à d'autres choses très compliquées dites dans un autre champ. Autrement dit, il n'y a pas assez de percolation, de contact poli, et donc il faut simplement pratiquer ce que Bergson appelle la politesse de l'esprit. La politesse de l'esprit, que ne pratique pas Heidegger. C'est-à-dire cette idée que je vais vous dire des choses tellement incompréhensibles que si vous m'accusez d'être nazi, je pourrais vous démontrer que non, parce que vous avez mal compris mon texte, alors que vous l'avez rendu parfaitement incompréhensible. C'est la même stratégie que la pieuvre, si vous voulez, qui est attaquée, qui va être répandre de l'encre noire. C'est ce que dit Schopenhauer. Pas à propos de Schopenhauer, de Heidegger, mais il aurait pu. Vous avez une pieuvre, elle est attaquée, elle va répandre de l'encre noire pour protéger sa fuite. D'accord ? Donc le courage intellectuel, ça n'est pas de dire des choses incompréhensibles qui feront que vous serez admiré à proportion du fait que vous êtes incompréhensible. Bon, le courage intellectuel, le défenseur d'Heidegger ici, mais le courage intellectuel, c'est de clarifier ce qu'on pense. Oui. Je trouve ça quand même un peu piquant que quelqu'un qui fait de la physique quantique jette une brique dans la figure de Heidegger au nom de la difficulté qu'il y a à comprendre ce que dit Heidegger. Je veux dire, j'ai quand même le droit de me venger de toutes ces soirées que j'ai passées à lire Heidegger en souffrant. Oui. On a le droit de se venger quand on souffre. C'est tout. Mais justement, pour dire, bon, décidément, je serai ce soir, aujourd'hui, le défenseur d'Heidegger, mais peut-être pour essayer de sauver quelque chose qu'il essaie d'exprimer de manière peut-être très maladroite. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de rassurant dans cette idée que le vide, quand on le regarde avec les lunettes de la quantique, le vide est plein, et que donc finalement on est dans un monde dans lequel tout est plein, quoi. Mais tout est plein d'une certaine chose qu'on ne peut pas retirer. Donc c'est le diapason. C'est l'état fondamental, c'est le prologue. Oui. D'accord ? C'est le terrain, c'est le terreau, c'est. Voilà. Mais vu comme ça, à partir du moment, il y a quelque chose qu'on comprend plus. Non, mais à partir du moment où vous distinguez le vide du néant, en fait, cette seule phrase remplit le vide. Ouais, tout à fait. Par exemple, elle peut le remplir d'espace. Donc à partir du moment où vous dites que le vide n'est pas le néant, alors il devient plein. La question est de quoi ? Voilà. Mais si, justement, ce qui est curieux dans cette histoire-là, c'est qu'une fois que c'est plein, alors évidemment, on est dans une discussion là qui est complètement métaphorique, mais je crois qu'il y avait déjà l'idée chez Pascal. Je veux dire, Pascal voit très bien que l'espace newtonien, cet espace qui est, lui, pour le coup, vraiment vide, en un sens très fort du terme, est terrorisant, en fait. Et du coup, si on retrouve quelque chose comme cette espèce de notion d'un univers un peu à l'Aristote finalement plein, complètement plein, il y a quelque chose de rassurant et pourtant l'être humain est terrorisé par quelque chose. Oui, du coup, l'idée que le néant néantit, c'est l'idée qu'il y a en nous quelque chose qui traîne et qui nous terrorise. Et qui est justement pas ce vide de la physique, parce que celui-là est plein de toutes sortes de choses qui obéissent à des lois en plus et qui sont rassurantes. Non, mais j'ai écrit un chapitre sur l'ennui, justement, ce sentiment du vide dont parle Pascal, que reprend Heidegger avec l'angoisse, parce que l'angoisse se distingue de la peur par le fait que quand on est angoissé, c'est pas une angoisse par rapport à quelque chose de particulier. Contrairement à la peur, on a peur de quelque chose, alors que l'angoisse, c'est l'angoisse du néant. On peut tout aussi bien objecter à cela que l'angoisse dont on parle, c'est l'angoisse de l'être. C'est pas l'angoisse du non-être, c'est l'angoisse devant le fait qu'il y ait quelque chose, sans qu'on puisse dire d'où ça vient qu'il y ait quelque chose. Enfin, moi, je pense, c'est pas du tout pour critiquer, c'est juste pour dire que si on s'autorise les jeux de mots, le jeu verbal, ce que je fais régulièrement, alors on peut défendre toutes les thèses qu'on veut. Et ça ressemble beaucoup plus à de la gnose qu'à de la pensée en acte. Russell expliquait qu'avec une argumentation pourrie, on peut démontrer ce qu'on veut. Et on lui avait demandé un jour dans une conférence, est-ce que vous êtes capable de démontrer que 1 est égal à 2 ? Il a répondu, pas de problème. Si 1 est égal à 2, alors je suis le pape. Le pape et moi, ça fait 2. Donc 1 est égal à 2. Voilà.
avec ce genre d'argument, faites ce que vous voulez, quoi. Faites ce que vous voulez. Donc il faut d'abord s'entendre sur les mots et puis se tenir à la définition qu'on a proposée. Sinon, on fabrique des bulles spéculatives qui invitent à d'autres commentaires qui vont augmenter la taille de la bulle, etc. C'est vrai, mais il faudrait peut-être... Juste pour finir, la question qui angoissait Newton, je ne sais pas trop comment la gravitation se propage dans l'espace, a été traitée par Einstein, qui justement va courber l'espace-temps. Et la gravitation n'est pas une force instantanée, elle se propage par la diffusion dans l'espace-temps d'ondes gravitationnelles, qui vont à la vitesse de la lumière. Et comme vous le savez, les ondes gravitationnelles ont été détectées en 2015, exactement un siècle après qu'Einstein ait prédit leur existence. D'accord ? Donc on pourrait dire que les ondes gravitationnelles et la courbure de l'espace-temps qui va avec ont rempli le vide newtonien d'un médium qui n'a rien à voir avec l'étherluminifère, qui permet la propagation dans l'espace-temps de la gravitation. Il faudrait peut-être, enfin, je veux dire, encore une fois sur cette question parce que évidemment, là on est dans la philo-physique, on quitte un peu la question du vide, à proprement parler, mais pour se poser la question de la connexion entre ce que font les philosophes et ce que font les physiciens. Et encore une fois, décidément, il va falloir que j'essaye de défendre Heidegger, mais c'est pas forcément ma tasse de thé, mais le physicien a cette possibilité, avec les mathématiques, de construire une grammaire. C'est-à-dire, si Einstein n'aurait pas eu lieu, enfin la relativité générale n'aurait pas été possible sans les géométries non euclidiennes, parce que faire de la physique du mouvement dans la géométrie d'Euclide, c'est ne pas pouvoir penser ce que Einstein cherche à penser. Du coup, le développement de la théorie des groupes, etc., et des outils mathématiques du 19e siècle lui donne la flexibilité grammaticale dans la langue mathématique dont il a besoin pour pouvoir exprimer ce qu'il a à exprimer, sans être contraint par la grammaire à dire des choses. Et c'est un vieux problème de l'histoire de la philosophie que quand on écrit un texte en français, par exemple, ou en allemand pour Heidegger, du coup, la grammaire allemande lui force à dire des choses. Le force à dire des choses qui est peut-être exactement le contraire de ce qu'il essaye de dire. Et donc du coup, il y a forcément quelque chose qui est un peu... Il l'hérite de son maître, enfin de Husserl. Dès que je cherche à réformer quelque chose sur l'ontologie, enfin de dire les choses autrement que ma grammaire voudrait me forcer à le dire, je suis obligé de jargonner, d'utiliser une langue qui est pénible à lire, incontestablement, mais qui est le seul moyen qu'on a pour... alors évidemment, le physicien, lui, a les mathématiques qui lui permettent de poser une grammaire, de construire une grammaire taillée sur mesure sur l'objet qu'il poursuit, mais quand on essaie de faire ça dans une langue naturelle, c'est vraiment plus compliqué, quoi. Là, c'est le point, si vous voulez, c'est le point fondamental, c'est-à-dire que si vous voulez expliquer aux philosophes ce que nous apprenons grâce aux équations, vous devez trouver un stratagème langagier pour dire avec des mots ce que vous apprenez autrement qu'avec des mots. Et vous êtes exactement confronté, ce que vous dites en fait, au même problème que celui que j'évoquais à propos de Démocrite. Comment être sûr de la bonne traduction ? Voilà, comment transposer dans le langage ordinaire, même au prix d'une critique qu'on pourrait en faire, ce que vous avez appris par autre chose. Et on peut même renverser le problème, parce que moi c'est une question que je me suis posée il n'y a pas très longtemps et qui a d'ailleurs en partie contribué au fait que j'ai arrêté de m'intéresser autant, c'est que je n'ai pas trouvé d'arguments chez Newton par lesquels il explique pourquoi, lorsqu'il écrit les Principia et qu'il voit apparaître un paramètre dans ces équations qu'on va appeler par la suite T, on va dire, c'est le temps. Et il va reconnaître dans les mathématiques qu'il utilise cette chose qu'il appelle le temps, alors même que cette chose qu'il appelle le temps n'a aucune des propriétés que nous attribuons au temps dans le langage. Pourquoi il ne l'a pas appelé autrement ? Le paramètre T, il aurait pu l'appeler truc. Voilà, et quand j'ai lu les Principia, et c'est un peu comme lire Heidegger, les Principia, c'est traduit du latin par Madame du Châtelet. S'il y a un éditeur dans la salle, je pense qu'il faut reprendre la traduction. Donc, il ne dit pas par quel stratagème il décide d'appeler temps le paramètre T qui a pourtant d'autres propriétés que celles qu'on attribue au temps. Autrement dit, il le reconnaît
alors qu'il est différent. Il dit que c'est le temps vrai par rapport au temps vulgaire, etc. Et vous voyez, ça c'est une question fondamentale que vous posez. J'ai pas la réponse. Parce que soit on prend Newton au sérieux, il a raison de dire ça c'est le vrai temps, c'est pas un temps amaigri, c'est pas un temps idéal, c'est pas une abstraction, c'est le vrai temps. Et à ce moment-là, on doit penser le temps à partir de ce que cette physique a permis de produire comme résultat positif. Ou bien, ce qu'il appelle temps, c'est autre chose que le temps. Et à ce moment-là, on peut écouter toutes les autres formes de discours. Et c'est une question qui est très actuelle, puisque aujourd'hui il y a des colloques sur le temps. Moi, je me souviens, c'est la troisième raison pour laquelle j'ai arrêté de travailler sur le temps, c'est que j'étais à un colloque en Italie, et on entend des physiciens, dont certains disent, alors qu'ils élaborent des théories qui essaient d'unifier la physique quantique et la gravitation, le temps n'existe pas. Voilà. Dans mon modèle, le temps n'existe pas. Et c'est évidemment des phrases sympathiques. D'accord, on a envie d'entendre ça. Hein. On a envie d'entendre qu'il n'y a pas de réchauffement climatique. Donc quand Allègre dit une connerie, on adhère. On a envie d'entendre qu'il n'y a pas de temps parce qu'on est angoissé par la mort. Et donc c'est des discours très racoleurs. Or, quand un physicien dit que dans ses équations, il n'y a pas de temps, qu'est-ce qu'il veut dire ? Il veut dire que l'idée qu'il se fait du temps, l'idée préalable qu'il se fait du temps, n'a pas d'écho explicite dans la théorie qu'il construit. Donc par exemple, s'il se fait l'idée que le temps est continu, et si dans sa théorie il n'y a que des variables discrètes, il va dire, bah non, il n'y a pas de temps, parce qu'il n'y a pas de variable continue dans ma théorie. Alors qu'il pourrait tout aussi bien dire, le temps existe, mais il n'est pas continu, il est discret. Autrement dit, pour dire que le temps n'existe pas, il faut déjà savoir ce que c'est que le temps. Et comment vous pouvez savoir ce qu'est le temps si le temps n'existe pas ? Ben, il faut faire du Démocrite. Et dire les choses qui n'existent pas pour rien. Est-ce que vous avez des questions à poser ? On a des micros qui vont courir dans la salle, l'émission est enregistrée, donc... Ah, c'est enregistré ? Ouais, je pense, ouais. J'ai rien signé, hein. Non, parce que... Est-ce que vous pourrez tirer tout ce que j'ai dit sur Heidegger ? Je veux pas d'ennui avec les Heideggeriens. Non, alors je reprends. Heidegger, vraiment, Heidegger... C'est tellement facile à lire, c'est tellement convaincant dès la première lecture que c'est un bonheur. Je vous demanderai une chose, c'est quand vous posez les questions vraiment dans le micro, de manière à ce qu'on puisse capter votre question et qu'ensuite les gens qui écoutent les conférences en ligne puissent avoir la question avant d'avoir la réponse. Bonjour, Étienne Klein. Alors, je tiens à vous dire que je suis un peu ému de vous voir aujourd'hui, car Moi, j'ai faim. Voilà, je me doute. Okay. En fait, ça fait longtemps que je vous ai découvert grâce à une chaîne YouTube Y Penser, et je vous ai lu, j'écoute beaucoup de vos conférences, et je tiens à vous dire que j'admire beaucoup votre pédagogie sur des sujets complexes, profonds, et sans perdre leur subtilité et toute la portée de ce qu'ils ont. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est enregistré, non ? Je peux avoir une copie ? Et ma première question, elle est juste un peu simple. C'est voilà, j'étais très heureux et très chanceux d'être ici, et je voudrais savoir comment... Enfin, j'aimerais renouveler l'événement et vous suivre votre actualité plus régulièrement pour savoir quand est-ce que je peux vous voir, vous réécouter comme ça, parce que c'est toujours un plaisir. Là, c'est... Voilà, donc là, pour l'instant, j'ai plus de conférences prévues là. Ah oui, non, même vos livres. Je suis heureux de savoir qu'il y a un nouveau livre qui sort, par exemple. Ah non, pour l'instant. Non, les livres, oui, je sais. On les fait pas à des cadences d'essuie-glace. Hein. Ah non. En tout cas, le prochain ne sera pas sur le vide. Le prochain, s'il y en a un, c'est pas décidé, il portera sur que veut dire expliquer. Voilà. Alors justement, c'est ma deuxième. Parce que je travaille avec des biologistes, je travaille avec des physiciens, et je vois plutôt j'entends quand on assiste à des conférences. Que le sens qu'on donne au mot expliquer n'est pas du tout le même selon qu'on pratique la physique ou la biologie ou d'autres activités. Donc je voudrais creuser ça. Et en plus, c'est un problème presque politique, puisque
moi, j'ai pas la télévision, mais je vais souvent à l'hôtel. Et à l'hôtel, je regarde la télévision. Et je vois que le débat politique se résume très souvent à des confrontations de gens qui ont des opinions très arrêtées et qui n'argumentent jamais. Enfin, qui n'argumentent plus. Or, je pense que l'argumentation a à voir avec la République. Voilà. Que l'idée d'argumentation, de ne rien avancer qu'on argumente préalablement, me semble constitutif de l'idée qu'on peut se faire de la République, et donc un endroit dans lequel on débat sans argumenter est un endroit dans lequel j'ai pas trop envie d'exister. Justement, merci beaucoup. Désolé, ma deuxième question, c'était sur le prochain. Justement, ça me plaît ce que vous dites, parce qu'une des choses que j'admire chez vous aussi, c'est cette volonté d'expliquer les équations. C'est-à-dire que vous dites toujours les équations, il faut leur faire dire ce qu'elles disent du monde qui nous entoure. Ouais. Et donc je vous écoute souvent, et souvent on n'a pas un tableau ou d'équations visibles. Et en fait, je me demandais si l'exercice serait intéressant aussi de faire l'exercice que vous faites, de parler du monde qui nous entoure, mais à partir des équations physiques, matériellement. Voilà, c'est quelque chose qui me plairait beaucoup. Alors il y a une série qu'on va faire, comme les gens lisent moins de livres qu'avant, paraît-il, on va faire 12 vidéos explicatives de 12 équations de la physique. Équation de Dirac, équation de Schrödinger, Qu'est-ce qu'elle dirait si elle pouvait parler, si tant est qu'on soit capable de le deviner. Est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur là. Bonjour. Bonjour monsieur, merci beaucoup pour cette brillante démonstration. Et je voudrais bien connaître plus d'explications, sur la courbure de l'espace-temps. Vous avez 5 minutes. Non mais, c'est-à-dire, une question, qu'est-ce que c'est? Bon, c'est pas simple, évidemment, parce que ça a demandé beaucoup de travail à Einstein, mais je peux vous le faire rapidement. Comment faire? Il y a 2 étapes importantes. Einstein, en 1907, quand il était à Berne, au bureau des brevets, en rentrant de déjeuner, comme tous les jours, au mois de novembre, il a fait ce qu'il appelait des semi-siestes. Il avait un tabouret, son dossier, et il s'arrangeait pour fermer les yeux, laisser les idées venir, en gardant suffisamment de conscience pour les attraper si elles lui semblaient intéressantes. Donc c'est tout le contraire de la méditation. On vous dit que vous devez laisser passer les idées comme des nuages dans le ciel. Einstein, vous savez, il a été ami avec Paul Valéry, et Paul Valéry pensait qu'Einstein il avait des idées à un rythme de mitrailleuse, quoi. Un génie, ça a des idées tout le temps. Et avant qu'il parte aux États-Unis en 1933, Paul Valéry a tenu à dîner avec Einstein. Et à la fin du dîner, il lui a demandé, alors les idées, là, quand vous les avez, comment vous faites pour les retenir? Vous les notez sur un papier, vous les écrivez sur la nappe, vous les dictez à quelqu'un? Et Einstein lui a dit, maître, une idée, c'est si rare. Et donc il a eu très peu d'idées Einstein, mais à chaque fois il les a poussées au bout. Alors l'idée qu'il a eue en 1907, donc, c'est, il imagine, il dira plus tard, c'est l'idée la plus heureuse de sa vie. Il imagine qu'il tombe en chute libre. Et il se souvient de ce qu'a dit Galilée. Tous les corps tombent à la même vitesse. Donc si vous tombez dans le vide, et si vous prenez un stylo, si vous lâchez le stylo, il va tomber à la même vitesse que vous. Et donc par rapport à vous, il ne va pas tomber. Donc quand vous êtes en chute libre, à cause de la gravitation est annulée. Vous êtes en apesanteur. Vous avez l'impression que la gravitation a disparu, alors même que vous êtes en train de subir son effet. C'est quand même incroyable. Et ça, il n'a rien inventé, c'est Newton qui le dit. Mais il l'a mis en situation en faisant une expérience de pensée dans laquelle il met en scène son propre corps. Et donc il comprend que le fait de tomber annule la cause qui vous fait tomber. Et il va appeler ça le principe d'équivalence. Il y a une équivalence entre la gravitation et l'accélération. C'est-à-dire qu'une accélération peut annuler la gravitation,
ou bien peut mimer la gravitation si elle se déroule dans l'autre sens. Et donc il va écrire un article en 1907 sur le principe d'équivalence qui dit ceci. Vous prenez une capsule, cabine d'ascenseur, disons, vous la posez sur le sol dans le champ de gravité terrestre. Il n'y a aucun hublot qui permette de voir l'extérieur. Et à l'intérieur, vous mettez un physicien à qui vous allez donner des pierres de masse différentes. Il va les laisser tomber, voir qu'elles touchent le sol, etc. Deuxième expérience, vous prenez la même cabine d'ascenseur. Vous la mettez dans un endroit de l'univers où il n'y a pas de gravitation, dans un espace sans gravité. Vous mettez un petit réacteur qui va l'accélérer avec une accélération égale à l'accélération de la pesanteur. Vous mettez dans un physicien, et ce que dit le principe d'équivalence d'Einstein, c'est qu'il n'existe aucune expérience que pourrait faire ce physicien qui lui permettrait de savoir s'il est immobile sur Terre dans le champ de gravitation ou bien loin de tout champ de gravitation avec une accélération constante. Il verra exactement les mêmes choses, les pierres qui tombent pareil, parce que la gravitation sera exactement mimée par l'accélération qu'on lui donnera. Okay ? Ensuite, en 1911, il est enfin accepté à un poste universitaire. Il a 30 ans, il va à Prague pendant 16 mois. Il occupe un immeuble électrifié, il y a un ascenseur électrique, la lumière est produite par l'électricité. Et dans l'ascenseur électrique qu'il prend tous les jours, il fait une expérience de pensée qui est la même. Il suppose qu'il est dans la cabine d'ascenseur, dans la deuxième situation. D'accord ? C'est-à-dire accéléré, hors de tout champ de gravitation. Et imagine que à gauche, à ma gauche, entre un faisceau de lumière qui va traverser la cabine. Lui, il est à l'intérieur. Donc il voit la lumière qui rentre à gauche, mais comme la cabine est accélérée vers le haut, la lumière va être courbée par l'accélération et va toucher la paroi droite à un endroit qui est pas en vis-à-vis du point d'entrée, mais un peu plus bas. Donc lui qui est dans la capsule, enfin la cabine, va voir la lumière courbée par l'accélération. Parce qu'elle va à une vitesse finie, donc elle a besoin d'un certain temps pour faire la traversée. Donc ça, c'est l'expérience de pensée de départ. Il n'a rien inventé. Là, je pense qu'il y a même des physiciens avant lui qui avaient imaginé ça. Mais, et c'est là qu'il est génial, toujours la même idée, principe d'équivalence. Principe d'équivalence. Ce que j'ai vu là, dans ma capsule accélérée, c'est la même chose que ce que je verrais si j'étais immobile sur la surface de la Terre. Donc si je suis là immobile sur la surface de la Terre, je vois la lumière courbée. Mais par quoi ? Il n'y a pas de gravitation. Il n'y a pas d'accélération. Donc courbée par la gravitation. Et bien que la lumière n'ait pas de masse, elle doit être courbée par la gravitation. Quand il comprend ça, il démissionne de son poste à Prague. Pourquoi ? Parce qu'il veut rejoindre son copain Marcel Grossmann qui habite à Zurich, qui lui ne séchait pas les cours de maths à l'école polytechnique de Berne consacrée aux géométries non euclidiennes. Et il comprend pourquoi, pour faire une théorie de la gravitation qui permet d'expliquer pourquoi la lumière est courbée, même quand il n'y a pas de gravitation, il va falloir qu'il utilise une géométrie non euclidienne dans laquelle l'espace-temps est courbé. Et ça va donner donc l'idée que la gravitation, ce n'est pas une force qui s'exerce entre les objets, c'est une déformation de l'espace-temps au sein duquel les objets vont en ligne droite, mais comme l'espace-temps est courbé, les lignes droites tournent. Voilà. Tout ça est très simple. Alors bonjour, je vous remercie beaucoup pour cette conférence qui était comme toujours très intéressante. J'aurais une question assez courte finalement. Après la découverte du boson de Higgs en 2012, sur quoi travaille actuellement le CERN ? Doit-on exclure encore la découverte de particules supersymétriques ? Et voilà, à quoi peut-on s'attendre ? La supersymétrie a pris du plomb. En tout cas, le modèle supersymétrique minimal qui prévoyait des particules supersymétriques à basse énergie, on ne les a pas vues. Donc le modèle minimal est abandonné, ce qui jette un doute général sur l'idée de supersymétrie. Il y a même des gens qui pensent qu'elle est morte, au sens où il a été démontré qu'elle était fausse. Et donc le CERN, pour l'instant, est arrêté, comme vous savez.
parce qu'on est en train de faire des travaux qui permettront plus tard d'avoir une luminosité, c'est-à-dire une intensité de faisceau qui soit plus importante. Et dans les 10 ans qui viennent, qui suivront le redémarrage de la machine en 2021, on espère trouver des particules de matière noire. C'est plutôt ça. On trouverait les premières particules qui ne soient pas prédites par le modèle standard, qui permettraient de comprendre de quoi est faite la matière quand elle n'est pas de la matière ordinaire. Et donc, il y a 10 ans, si au bout des 10 ans, on n'a toujours pas de particules de matière noire, soit on dira la matière noire n'existe pas, il faudra faire une nouvelle théorie de gravitation. Soit on dira elle existe, mais à des masses tellement élevées que les machines qui permettront de la détecter seront tellement chères qu'on ne les fera pas. Et donc ça sera la fin d'une certaine physique au sens où on développera des sortes de métaphysique mathématiques plutôt que de véritables théories physiques. Aujourd'hui, on est un peu perdu en maths. Il y a un bouquin d'ailleurs qui vient de sortir qui s'appelle Lost in Maths, qui a été écrit par une physicienne allemande qui dit il y a tellement de modèles, tellement de conjectures pour décrire ce qui se passe à haute énergie dans des conditions auxquelles on n'a pas accès expérimentalement, qu'on est perdu et que finalement c'est des réseaux de neurones ou de l'intelligence artificielle qui fait l'analyse des données, quoi. Il n'y a plus un seul physicien qui est capable d'avoir tout ça en tête. D'accord ? Donc voilà, c'est la fin. Merci. Mais attendez, c'est la fin, je plaisante évidemment. Parce que là, il y a une querelle des anciens et des modernes qui est en train d'apparaître dans les grandes écoles, notamment scientifiques. Il y a des profs qui disent mais l'avenir est au codage, aux algorithmes. Et donc on doit apprendre aux élèves à coder dans toutes sortes de langages. Parce que le réel va nous livrer beaucoup plus de données analysées par des algorithmes que nous ne pouvons en avoir par les théories physiques. Et puis d'autres disent non, mais les théories physiques, au contraire, elles parlent beaucoup plus. Et si on n'avait pas eu la théorie d'Einstein, on n'aurait jamais détecté les ondes gravitationnelles. C'est parce qu'on avait la théorie qu'on a pu les détecter et en faire des données. Mais si on avait toutes les données qu'on a aujourd'hui sans les équations d'Einstein, on ne pourrait pas retrouver, à partir des données, les équations d'Einstein. Donc les équations en disent plus que les données. Et c'est vraiment une querelle intense, parce que dans une semaine, il y a 40 heures de cours. Et donc, si vous donnez des cours de programmation, en grand nombre, il faut supprimer des cours de physique. Je n'ai pas besoin de vous dire de quel côté je me situe, mais je suis minoritaire. Mais par exemple, imaginez qu'on ait des données qui disent la vitesse, la position, la trajectoire de tous les corps auxquels on pense, qu'on laisse tomber dans l'atmosphère. Je fais tomber tous les corps que je veux, grands, petits, massifs, de toutes les formes, etc. J'enregistre les positions, les vitesses, les accélérations, je mets ça dans un algorithme. Et l'algorithme va trouver les lois du mouvement dans l'atmosphère, mais dans toutes les situations. Du vent, pas de vent, de l'eau, en fonction de l'humidité de l'air, l'algorithme va vous sortir une connaissance des lois du mouvement dans l'atmosphère plus précise que toutes les théories physiques que vous pouvez imaginer écrites sous forme d'équations. Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que ces algorithmes sera capable, à partir de ces données, d'induire l'idée que dans le vide, tous les corps tomberaient à la même vitesse? Non. J'ai dit non. Je parierais pas ma chemise. Voilà, si vous l'avez tombé de 100 km, oui. Mais dans les altitudes que nous fréquentons, non. Non. Autrement dit, l'expérience de pensée que fait Galilée, c'est-à-dire le fait de dire les données me trompent et je dois faire un écart de pensée par rapport aux données pour les critiquer, un algorithme ne peut pas faire ça. Il avale les données. C'est son combustible. Il ne va jamais les critiquer. Donc, je dis ça pour les philosophes. Vous avez donné comme sujet de bac, il y a 3 ans, en classe littéraire, observer suffit-il pour comprendre? La réponse est non. Pas la peine de faire 3 pages.
Cette année, c'est encore mieux, hein. Je vous félicite pas. Peut-on échapper au temps? C'est quoi ces gags? Je pense que le comité qui rédige les sujets a pour ambition principale de vous énerver, en fait. Voilà. Non seulement les sujets sont quand même pas possibles, mais en plus on publie des corrigés. Première partie, est-ce qu'on peut échapper au temps? Non, l'homme est mortel, il le sait. Quel rapport? Mais en même temps, deuxième partie, l'homme est capable d'expérimenter l'idée de l'éternité quand il voit du beau. Il va au musée, ah c'est beau. Donc ça lui donne le sentiment d'éternité. Conclusion, l'homme ne peut pas échapper au temps, mais il peut échapper à la pensée du temps. Et donc il doit vivre du mieux qu'il peut le temps qui lui est imparti. Mais c'est quoi ce gars? C'est du catéchisme, hein. Et avec ça, vous avez 20 sur 20. Oui, j'aurais une question. Il y a des profs de philo dans la salle? Oui, justement. J'en ai peur. Oui. Est-ce que ça peut être coupé au... Ils vous attendent à la sortie. Est-ce que vous pouvez tout couper? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez faire le vide sur la bande son? Le néant. Ouais. Oui, je voudrais vous dire, je suis à peu près convaincu d'être d'accord pour vous payer un deuxième expresso cette année avec les arguments que vous donnez pour les accélérateurs de particules. Mais si on passait du jus d'orange au saké, je veux dire, est-ce que vous avez, quand vous rencontrez vos collègues physiciens ou philosophes en Extrême-Orient, les mêmes problématiques? Est-ce que, au fond, les idéogrammes ne viennent pas nous sauver des impasses dont vous avez parlé en termes de vide et de néant? Et une dernière remarque, quand je pense qu'on passe tout ce temps pour parler du vide, alors que le problème des gilets jaunes, c'est de faire le plein, je trouve que c'est quand même assez remarquable. Ah oui, mais faire le vide, c'est pas le contraire de faire le plein. D'ailleurs, si vous lisez mon livre, vous verrez que dans la première page, j'explique ça. Hein, que faire le vide, c'est pas le contraire de passer à la pompe. Hein. Mais pour vous... Alors moi, si vous voulez, votre question est très... Sur la première partie, elle est très, très difficile, très profonde. Moi, la seule réponse que je peux vous faire, c'est que j'ai lu et discuté de cette question avec Françoise Dastur, qui a écrit un livre qui s'appelle le vide et le néant entre l'Occident et l'Orient. Et elle explique que, par exemple, la philosophie taoïste ou d'autres philosophies n'ont jamais posé la question de l'être dans les termes de Parménide, et que du coup, ils ont réussi à trouver un lieu intermédiaire, une sorte de transition entre le non-être et l'être, qui s'appelle... vous verrez, je cite Françoise Dastur à 2 reprises dans le livre pour évoquer cela. Et finalement, et si on lit François Julien, pour le coup pour la Chine, lui explique que le langage chinois n'est pas ontologique, c'est des idéogrammes, c'est plutôt un langage qui montre des processus, et que du coup, dans la pensée chinoise, la question de l'origine ne se pose pas. La question de l'origine de l'univers ne se pose pas. Et donc j'ai vérifié cette hypothèse auprès de physiciens chinois qui travaillent au CERN, parce que le slogan du CERN, c'est « Avec nos accélérateurs, on va mieux comprendre l'origine de l'univers ». Donc vous montrez ça à un Chinois, qu'est-ce que t'en penses? Et en effet, pour lui, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que le Big Bang n'est pas une singularité, c'est pas un événement pur, c'est une transition entre l'avant et l'après, etc. C'est une transition de phase, comme on dit. Et donc les Chinois que j'ai rencontrés, c'est une petite statistique par rapport à la population chinoise, et c'est des physiciens, ils m'ont dit qu'en effet, dans la pensée chinoise, la question de l'origine ne se pose pas. Et donc la question qu'on peut poser à partir de ce constat, c'est celle-ci. Est-ce que le fait que nous, occidentaux, nous nous intéressons à la question de l'origine de l'univers, est-ce que c'est par un effet de notre langage qui, par la fabrication de crampes mentales, comme dit Wittgenstein, nous conduit à poser des faux problèmes? Parce que finalement, l'origine de l'univers, pour nous, c'est la transition entre le non-être et l'être. Ça veut dire que l'univers a une origine, c'est supposer qu'il a été précédé par du néant. Pas par du vide, par du néant. Et c'est évidemment une règle qu'on ne respecte jamais, puisque les gens se battent pour dire l'origine de l'univers c'était ceci, c'était un lac primordial, c'était un océan obscur, c'était un œuf primitif, c'était le vide quantique, c'était une collision de 2 brânes, c'était un trou noir avalant un trou de verre, c'était Dieu. Bon, bref. Tout le monde nomme
l'origine de l'univers en pensant que s'il nomme la bonne origine, il prend le pouvoir. Or, vous voyez bien qu'il y a une contradiction entre le fait de nommer l'origine de l'univers et le fait de dire qu'il y en a une. Autrement dit, quand vous la nommez, vous l'anéantissez, pour parler comme Heidegger. Ben pourquoi? Parce que ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres a toujours été là. Et c'est la preuve qu'il y a toujours eu de l'être. Mais s'il y a toujours eu de l'être, il n'y a pas d'origine. Ou bien cette chose que vous mettez en amont de toutes les autres n'a pas toujours été là. Ça veut dire qu'elle-même, elle est l'effet d'une cause qui l'a précédée. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas l'origine. D'accord? Et donc la question, c'est que le monde est mal fait, quoi. Parce que nous, on pose la question de l'origine, mais on a un vocabulaire, un langage qui ne permet pas de la penser. Les Chinois, avec leur truc, là, le Tao, ils ont l'argument pour la penser, mais ils n'ont pas le langage pour la poser. C'est mal fait. Ça milite pour l'interaction entre les cultures, ce qui est aussi un des projets du CERN. Ouais, mais quand on... Ouais, alors oui. Oui, je suis allé en Chine. Pourquoi ils achètent autant d'avions de guerre, de porte-avions, de sous-marins? Ça m'inquiète, ça. Qui sont-je à les attaquer? Personne. Mais alors pourquoi? Donc je tiens à ce que le dialogue soit pacifique. Est-ce qu'il reste des questions? On a encore Bonjour une monsieur, dizaine. est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce que vous entendez par énergie? Alors est-ce qu'on pourrait prendre toutes les questions là? Parce que s'il y a la courbure de l'espace-temps, l'énergie, Dieu... Non, j'ai juste dit énergie. Ouais. Bon. Bah, disons que l'énergie, si vous voulez, c'est tout le contraire de ce qu'on en dit, quoi. Voilà. C'est-à-dire que moi, quand j'ai assisté au débat sur la transition énergétique, j'étais membre du conseil scientifique de l'office parlementaire. J'ai donc assisté aux auditions. Il y a toutes sortes de phrases qu'on prononce qui contiennent le mot énergie, qui sont des phrases fausses. Comme le dit un prix Nobel que j'aime beaucoup, qui s'appelle Richard Feynman, la nature ne peut pas être dupée. Donc si vous prononcez des phrases proposant des solutions en matière d'énergie qui contreviennent aux lois de la nature, ben, ces solutions n'en sont pas. Alors pour vous le faire court, on parle de production d'énergie. Jamais personne n'a produit d'énergie. Premier point. On parle de consommation d'énergie. Deuxième point, jamais personne n'a consommé d'énergie. Troisième point, on parle d'énergie renouvelable. Il n'y a pas d'énergie renouvelable. Voilà. Alors pourquoi? Tout simplement parce que l'énergie est une grandeur qui se conserve. Quoi que vous fassiez, à la fin, il y en a autant qu'au début. Donc pour en avoir, il faut déjà en avoir. Vous ne pouvez pas la produire à partir du néant. Ça ne se produit pas, l'énergie. Les seules choses que vous puissiez faire, c'est la prendre là où elle est et la mettre ailleurs, ou bien la prendre dans la forme qu'elle a et changer sa forme. Vous avez par exemple de l'énergie thermique, vous allez la transformer en énergie électrique ou en énergie lumineuse. Vous pouvez la transformer, mais pas changer sa quantité. Monsieur parlait de faire le plein. Faisons le plein. On remplit le réservoir avec de l'essence, on roule. Et à la fin, on dit on a consommé de l'énergie. Ben non. Le pétrole, qui est une forme d'énergie très organisée, a servi à produire de l'énergie mécanique, cinétique. Votre voiture avance. Vous allumez vos phares, c'est l'énergie lumineuse, etc. Puis vous chauffez la route par frottement. Vous chauffez l'air par frottement. Et quand votre réservoir est vidé, ben dans le système total, il y a exactement autant d'énergie qu'il y en avait dans le réservoir. Autrement dit, vous avez changé la forme de l'énergie. Elle était concentrée et ordonnée dans l'essence. Vous l'avez dispersée. En termes physiques, on dit que vous avez créé de l'entropie.
Donc vous avez conservé l'énergie, mais vous avez dégradé sa disponibilité. Au départ, elle tenait dans le réservoir, mais après, il faut la récupérer dans l'agitation thermique de l'atmosphère, dans la route qui a chauffé, etc. C'est plus dur. Mais vous n'en avez pas consommé. Et il n'y a pas d'énergie renouvelable, parce qu'une fois que vous avez dégradé de l'énergie, vous l'avez dégradée. Donc ce qui est renouvelable, c'est le processus physique qui vous donne votre énergie primaire. Le vent est renouvelable. L'énergie solaire est renouvelable. Enfin plutôt le rayonnement, mais pas l'énergie. Une fois que vous avez pris 1 kWh d'énergie solaire, vous l'avez consommé en dégradant sa qualité, en créant l'entropie, c'est fichu. Donc c'est pas renouvelable. Donc vous voyez comment par des stratagèmes langagiers, on a complètement faussé le débat sur la transition énergétique. Le problème, c'est qu'on va vers une crise gravissime de l'énergie. Ça, c'est sûr. Pourquoi ? Parce qu'on consomme des énergies fossiles qui sont déjà là. Comme elles sont déjà là, on ne les paye pas. On ne les paye pas. L'énergie est gratuite. Ce qui a permis le développement de la mondialisation, et avant même le développement de l'ère industrielle, c'est le fait que l'énergie est gratuite. Voilà. Et pourquoi il y a des crises ? Parce qu'on se rend compte que c'est un bien rare qu'il faut payer. Voilà. Et c'est ça qui est douloureux. Pourquoi elle est gratuite ? Je vous donne juste un exemple. Songez au bon repas que vous n'avez pas pris ce midi. Il y a combien d'énergie dedans ? 1 kWh. Kilowatt, c'est une puissance, multiplié par une durée, ça fait une énergie. L'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps. 1 kWh. Pour alimenter votre corps, il faut 2,5 kWh par jour. Donc 2 repas et un petit déjeuner. D'accord ? Combien ça coûte un bon repas ? Ça coûte quelques euros, quelques dizaines d'euros. Combien il y a de kilowattheures dans un litre d'essence ? 8. Combien vous le payez ? 1,50 €. Combien vous payez un kilowattheure électrique chez vous, à EDF ? 11 centimes. 11 centimes d'euros. C'est gratuit. D'accord ? Et le jour où l'énergie cessera d'être gratuite, ça va changer nos vies. Et voyez, ça c'est un problème, je trouve qu'on en parle très mal, mais si vous voulez donner 12 milliards, plutôt de l'énergie, autant qu'un Français moyen en a, à 12 milliards de personnes, on n'a pas de solution. Voilà. Et si on avait la solution, à partir des énergies fossiles, l'atmosphère ne le supporterait pas. D'accord ? Ça serait 8 degrés en un siècle d'augmentation des températures. D'accord ? Donc la question de l'énergie, c'est un vrai problème. Et c'est dramatique qu'on en parle mal. Je suis désolé d'avoir un peu plombé l'ambiance. Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles du côté de la fusion froide ? Froide ? Dans des conditions qui coûtent moins d'énergie que ça en donne ? Bon, écoutez, c'est un autre sujet que le vide, hein, mais on pourra en parler des heures. Moi, je pense que quand on est physicien, il y a des sujets sur lesquels on doit faire rêver les gens. Le boson de Higgs, les trous noirs, les trous de verre, les ondes gravitationnelles, tout ça, c'est fait pour... c'est excitant, c'est magnifique. C'est des conquêtes de l'esprit humain. Et il y a des sujets à propos desquels, quand on est physicien, on doit dire aux gens, ne rêvez pas. D'accord ? Une loi physique, c'est une loi qui interdit des choses. Une loi physique, c'est un truc qui vous dit ce que vous ne pouvez pas faire. Ça fait à peu près 80 ans qu'on n'a pas découvert de nouvelles interactions fondamentales. Les dernières, c'était les forces nucléaires, en 1932. Depuis, on a gagné 10 ordres de grandeur sur la taille des objets qu'on peut voir. 0 nouvelle force. Donc, notre devoir, c'est de dire aux gens, on ne connaît que 4 forces dans la nature, pas d'autres. Les lois de l'énergétique, on les connaît. On doit faire avec ça. Et toute initiative qui viserait à ce qu'on continue à consommer des énergies fossiles en disant les générations futures auront trouvé un nouveau truc qui les sortira d'affaire, c'est irresponsable. On doit tenir compte
de ce que nous savons dans notre façon de raconter ce que nous laisserons. D'accord ? Et alors les gens qui disent la fusion froide, peut-être ça pourrait marcher, ça, même la fusion thermonucléaire, c'est pas avant 2080, et le mur de l'énergie se sera produit bien avant. D'autre part, la fusion thermonucléaire que je soutiens, c'est des réacteurs de 4 gigawatts, c'est hyper centralisé, c'est des matériaux compliqués, ça ne va pas se répandre comme ça. D'accord ? Donc, il faut dire que ça va secouer, quoi. Ça va vraiment secouer. Ça va vraiment secouer et il faut s'y préparer. Et il faut prendre le problème sans faire d'hypothèses, sans rêver, en disant simplement qu'on pourra augmenter les rendements, peut-être, mais on ne va pas changer les lois physiques. On doit décider à partir des lois physiques que nous connaissons. Et celles que nous connaissons nous disent, et là il n'y a pas besoin d'être grand clair pour savoir ce qu'elles nous disent, calmez-vous. Calmez-vous avec l'énergie. Calmez-vous avec l'énergie. La seule chose qui pourrait modifier mon discours, ce serait qu'on trouve le moyen de stocker l'électricité. Voilà. Parce que là, évidemment, ça change tout. On peut le faire dans des batteries, mais vous voyez le coût des batteries, matériaux rares. Si on peut stocker des grandes quantités d'électricité à grande échelle, alors oui, on pourra avoir de l'énergie ou de l'électricité quand il n'y a pas de vent, grâce aux éoliennes. Mais comme on ne peut pas stocker l'électricité, on doit produire une quantité exactement égale à la consommation. On ne peut rien stocker. Et c'est ça qui est très délicat. Vous savez que l'Allemagne a arrêté le nucléaire. Ils ont mis des milliards d'euros dans la recherche sur le stockage d'électricité et sur l'adaptation du réseau à des énergies intermittentes. Parce que le solaire, c'est de temps en temps, le vent, c'est de temps en temps. Qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent ? Pas de bol, quand il fait froid, il n'y a pas de vent. Bon, donc par quoi on double l'énergie dite renouvelable quand il n'y a pas la source qui permet de l'alimenter ? Il faut du gaz ou du pétrole. Ouais. C'est des problèmes assez simples. Hein. Moi, je vois beaucoup les jeunes qui manifestent pour le climat à Paris. Ils sont charmants, ils ont raison. Ils viennent en trottinette électrique. Hein. Moi, je leur dis, vous roulez en trottinette électrique, mais vous roulez à quoi, là ? Ça pollue pas, c'est écolo. Ah non, vous roulez au nucléaire. Quand vous roulez en trottinette électrique, vous roulez au nucléaire, il faut le dire. 80% de l'électricité française est faite avec du nucléaire. Ils sont jeunes, ils peuvent marcher. Quand vous roulez en trottinette électrique en Allemagne, vous roulez à quoi ? Vous roulez au charbon. Donc vous roulez au charbon et vous allez manifester pour le climat. Ça va pas. Magnifique mot de la fin. Merci à vous, Étienne Klein.